Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation d'Econo Fitness, qui est une marque de gym, en fait. Donc, il y a 70 gyms partout au Québec. Tu as accès à tous les gyms si tu es membre platine. Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. De là, le nom Econo Fitness. Vraiment, le brainstorm est génial. Ils font du fitness et t'économises. Donc, bref, ça coûte à peu près le prix d'un gym normal par mois, mais eux pour l'année. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est un gym sans shaming. Donc, il n'y a personne qui va là pour show-off. Si tu vas là pour y aller très, très fort, si tu vas là comme débutant, il n'y a aucun problème. Tout le monde est le bienvenu. Il y a des cours de groupe au besoin. Bref, merci Econo Fitness d'encourager J'ai du temps de discute. J'apprécie vraiment beaucoup. En plus, j'ai utilisé leur truc à occupation double, n'est-ce pas? Je me suis entraîné gentiment dans le gym des garçons en Afrique du Sud, en Grèce, ainsi qu'à Bali. Bref, merci Econo Fitness. C'est très gentil. Mesdemoiselles, messieurs et toutes les personnes qui sont à l'écoute, bonjour, salutations, mes hommages, Jay du Temple à l'appareil. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que cette conversation égayera possiblement votre journée. Hein? Garde, tu parles d'un beau souhait. Ah! Non, mais c'est vrai, je pense en ouverture, c'est la seule affaire que je souhaite sincèrement, c'est que vous alliez bien. Puis je peux pas faire autre chose que le souhaiter parce que je vous connais pas tant que ça. Mais et si vous allez pas top, dites-vous que ce n'est que passager, hein, les amis? C'est, tu sais, hein? La vie. Ah. Aujourd'hui, mon invité, je suis vraiment content qu'il ait accepté. C'est Marc Cassivi, qui est journaliste à la presse, chroniqueur et d'opinion. Bref, c'est un gars que j'ai rencontré à son émission de télévision. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, il m'avait passé en entrevue à mon retour d'Occupation Double Bali. Donc, en fin 2017, je venais de lancer mon premier one-man show qui se termine au Centre Bell, là, au moment où on se parle. En fait, je sais pas quand tu écoutes ça. Ce serait extraordinaire, mettons, que tu écoutes ça en 2029. Puis quand tu es comme... Tu cherches des billets, mais finalement, j'ai tout abandonné l'humour, puis je possède une bibliothèque à Saint-Félix-de-Valois. Puis ça serait extraordinaire. Mais ça... Bref, c'est ça. Mais fait que je l'avais rencontré à ce moment-là, il m'avait passé en entrevue. Je me souviens, ça avait été un papier vraiment le fun. Et par la suite, il m'avait invité à son émission de télé qui s'appelle Esprit critique, qui joue à RTV, qui est co-animée par Rebecca McConnell, qui est une émission culturelle. Et moi, je venais comme critiquer leur émission de manière joviale et loufoque. C'est un gars vraiment très curieux, très ouvert, très ricaneux aussi à esprit critique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de lui, c'est que mes jokes, il était très, très ouvert, il réagissait très bien à mes blagues, il est super généreux et il a pris du temps dans sa journée pour venir s'asseoir avec moi puis discuter de critique, d'écriture, de journalisme, de voyage, de ce qu'il a vécu dans sa carrière. Fait que je suis vraiment, vraiment content qu'il se soit assis avec moi pour avoir une belle discussion. Alors, je vous laisse écouter cette conversation que j'ai eue avec Marc Cassivi. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps puis discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Marc Cassivi. Jay. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment, vraiment gentil. Je suis content. Pas que les autres épisodes n'étaient pas le fun, mais dans mes épisodes favoris, il y a l'épisode avec Jasmin Lavoie, qui est aussi un journaliste. Oui. Et je vous trouve, en tant que groupe, pas tous, je vous connais pas tous, mais je sais pas, il y a quelque chose que j'aime chez les journalistes. Je trouve qu'il y a une espèce de curiosité, évidemment, qui est quelque chose que j'admire beaucoup chez les gens. Puis je sais pas, fait que je suis vraiment content que tu viennes t'asseoir aujourd'hui avec moi. Ben merci. Mais je pense que c'est la curiosité, ça fait un peu ce qui nous passionne dans ce métier-là. Pour, je dirais, presque tous les journalistes. C'est un peu souvent des gens qui ont aimé à l'école, qui n'étaient pas nécessairement toujours des meilleurs à l'école. Là. J'ai des amis qui étaient pas vraiment très bons à l'école, mais qui étaient curieux de certaines choses. Puis finalement, c'est comme un métier où tu es payé pour apprendre. Ça fait que c'est quand même assez trippant. C'est vrai. Ouais.
Toi, t'étais-tu bon à l'école? Ouais. Ouais? Ouais, moi- Il dit déçu un peu. Non. Ah, non. Non, moi, j'étais bon. En fait, il y a beaucoup de premiers de classe. Mais tu vois, François Cardinal vient de faire un livre sur les cancres, puis comment lui, il a toujours senti qu'il était à côté du coche, puis que ça marchait pas pour lui. Mais qu'il y a plein de gens qui réussissent très bien, malgré le fait qu'ils sont un petit peu des marginaux dans le processus scolaire. Ouais. T'sais. Puis il était éditorialiste en chef à la presse. C'était un gars hyper brillant. Ben oui. Ça a pas vraiment... Tu peux être extrêmement intelligent puis pas bon à l'école, ça c'est pas adapté pour toi. Ouais. Moi, j'étais plus du type premier de classe. Là, ouais. Tu me sembles être un bon étudiant. Ouais, encore c'est ça. aujourd'hui. Ouais, là, c'est tu sais. ça. T'as grandi à Montréal? J'ai grandi à Montréal, mais moi, je suis né à Gaspé. C'est vrai? Je suis né à Gaspé. Et toute la famille Cassivi vient de la région de Gaspé, la Gaspésie, Kaposo. Du côté de mon père, ça vient de ce coin-là Ah ouais, aussi. c'est vrai? Ouais, absolument. Les Kyriens. Puis je suis né à Gaspé. J'ai habité là jusqu'à 6 ans. 6-7 ans. J'ai fait ma maternelle là-bas. T'as-tu des souvenirs? Oui, absolument. Je me souviens, la petite maison, le bois en arrière. Mon père faisait une glace à côté de la maison. Ouais. Tous les jeunes du coin venaient jouer au hockey à côté de chez nous. Puis ton père est d'origine italienne? Mon père, l'italien, il est loin dans notre OK. famille. C'est comme la 6e génération. Ça vient de la Sicile. Mais l'été dernier, on est allé en Sicile, un peu sur les traces de la famille. C'est-tu vrai? Cassivi. Ouais. C'est la première fois que tu y allais? C'était la première fois que j'allais en Sicile. Ouais. Comment, y a-tu quelque chose ou... Non. Non, c'est ça. Pas vraiment. Non, mais je trouvais ça chouette quand même. Là, puis aussi avec les enfants, avec mes garçons, de dire hey, ça, là, le Ragusa, là, c'est l'ancêtre, il vient de là. Tu sais, il y a 6 générations. Tu sais. Ouais. OK. Les boys. OK, on peut jouer au soccer. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le soccer fait partie. Il y a quelque chose de. C'est comme si je me revendiquais d'une italianité que j'ai pas réellement, là, tu sais, qui est vraiment noyée dans toutes sortes d'affaires. Dans le fond, je suis probablement autant irlandais ou d'autres choses, mais le nom est italien. En fait, le nom, il n'est même pas italien, il est comme un dérivé. C'est vrai? Je pense que l'ancêtre est arrivé ici, probablement qu'il était illettré ou je ne sais quoi. Ça fait qu'est-ce qu'il s'appelait Cassini, est-ce qu'il s'appelait Cassidi, mais des Cassivi en Italie, ça n'existe pas. C'est vrai. C'est comme une branche italienne, mais ça n'existe pas vraiment. C'est un genre d'italien inventé de Gaspé. C'est ça mon identité. Tu sais. Et tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père était directeur d'école. OK. Ma mère était infirmière. Wow! Ouais. Une mère infirmière, je ne sais pas si tu en connais, là, des amis qui ont des mères infirmières. Là, mais c'est moi, Hugo Dumas, notamment, un collègue à la presse, là, c'est les premières. Je me suis déjà fracturé un talon, puis ma mère a dit ça va passer. Là, C'est vrai? Mais elle ne savait pas. J'avais mal, prendre une coupe d'aspirine. Ça, c'est les mères infirmières. C'est comme, c'est jamais trop grave. Ouais, c'est ça. Vraiment... Ils t'amènent pas à non, l'urgence. exactement. Je me suis fracturé le talon en jouant au soccer. Je jouais collégial. Puis j'avais mal, mais tu sais, ma mère était « Oh oui, ça va être correct. » Puis le lendemain, j'ai carrément appelé un chum. JF, il faut que j'aille à l'hôpital. Je m'étais fracturé le talon. Ça fait que Comment elle a réagi quand tu y as dit? Ben, tu sais, c'est comme... Il voit tellement d'autres choses. Des gens qui ont mal. Elle était beaucoup avec des anciens combattants. Là. Elle était dans l'ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Des gens qui avaient fait la guerre, des post-traumatisés, aussi des gens en fin de vie. Ça fait que la mort, c'est comme un rapport. Tu sais, j'ai des amis médecins aussi qui ont un autre rapport à la mort. C'est-à-dire que ça fait partie du cycle de la vie. Mm-hmm. Puis fait que, tu sais, ta fracture au talon, ça peut attendre au lendemain. C'est un peu ça. Puis mon père était directeur de mon école. Comment t'as vécu ça? Très bien. Ouais. C'est drôle parce que j'en parlais avec un collègue qui est allé au même collège que moi, qui a eu mon père comme directeur, puis il dit « Il était cool, ton père. » Puis mon père, c'était le directeur que les tannants aimaient le plus. Tu sais. Les gens dans l'école, ceux qui l'aimaient le plus, c'était... Hey, je suis allé voir il l'appelait Mike. Mon père, il s'appelle Michel. Tu sais. Okay. Puis il était chum avec les tannants parce qu'il les traitait avec respect, je pense. Il y avait comme toujours un peu... Il faisait des deals. Il était assez jeune. Mes parents m'ont eu quand il avait 24 ans. Ça fait que, tu sais, j'avais 16 ans au secondaire. Mon père avait 40 ans. Là, tu sais, c'était pas un vieux monsieur. Mais c'est quelque chose parce qu'on est 4 enfants, 2 couples de jumeaux. Non! Ouais, 2 couples de jumeaux, ouais, nous. Puis, tu niaises? Non. Puis on était tous au collège en même temps avec mon père comme directeur. Tu sais. C'est donc bien spécial. Ouais, c'est spécial. 2 couples de jumeaux. Ouais, mes parents, à 27 ans, il y en avait 4. Oh mon Dieu.
Hey, Oh, OK. Oh my Ouais, God! ça fait que j'ai un frère jumeau, un petit frère et une sœur qui sont jumeaux, eux aussi. Ouais, Ah, c'est donc bien spécial. Ouais, c'est spécial. La vibe, c'était quoi? Enfant, je veux dire. Ben, tu sais, nous, on pouvait toujours s'improviser une game de soccer C'est n'importe sûr. quand. Tu sais, il y avait toujours. Puis tout le monde jouait. Ma sœur était probablement la meilleure de la gang. Là. On avait 3 ans et demi de différence. Fait qu'en vacances, t'avais toujours un 2 contre 2 possible. Tu sais, fait que c'est très le fun. Là. Ben oui, c'est Ouais, clair. ouais. Ça faisait un peu 2 clans. Là. C'était un peu C'est ça. les plus vieux ensemble, les plus jeunes ensemble. Toi, t'es Les plus vieux. les plus vieux. Ouais, les plus vieux de 3 ans et demi. Ok. Mais, tu sais, on partait en camping, puis il y avait toujours un ballon de soccer quelque part. Là, c'est Ah, c'est bien spécial. Ouais. Fait que là, et pourquoi vous êtes parti de la Gaspésie? Mon père, je pense, avait une offre à Montréal. En fait, ça a été assez spécial. On était à Gaspé, tu sais, une ville qui a maximum, je pense, 15 000 habitants. À l'époque, je sais pas combien c'était. Puis on est arrivé, mon père avait un emploi à ce qui est aujourd'hui le collège Dawson. Avant, c'était un autre collège avec un autre nom, mais c'est dans Westmount. Tu passes de Gaspé à pouvoir marcher jusqu'au forum pour aller voir une game de hockey. Tu sais. Ouais. Quand, moi, un oncle avait des billets, là, puis là, tu sais, je disais, moi, j'avais 7 ans, là, puis là, j'allais. Puis là, on est arrivé ici, c'était le référendum de 1980. Il y avait des panneaux rouges, bleus partout. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Ça fait que c'était très... je marchais à l'école, je marchais sur Sherbrooke, tu sais, avec mon frère. On était en première année, on marchait jusqu'à l'école alors que j'arrivais du village où j'allais à la maternelle en taxi à Gaspé. Je me souviens, il n'y avait pas de transport scolaire, c'était des taxis. Non! Ouais. Puis là, j'étais en ville, puis je marchais. C'était un drôle de clash. Ben ouais. Puis on a vécu, donc, centre-ville pendant 2 ans. Puis après ça, moi, j'ai grandi mon adolescence dans l'ouest de l'île, dans le West Island de Montréal, où le sport prenait vraiment beaucoup de place. Puis ça a été chouette, mais tu sais, c'était pas... culturellement, c'était pas très riche. Là. Moi, j'avais un peu plus de soif culturelle que ce que le West Island pouvait m'offrir. T'as-tu toujours eu cette soif-là? Ouais, je sais pas exactement d'où ça vient. C'est drôle. Mon père aime beaucoup les livres. C'est un poète, disons, un poète amateur. OK. À un moment donné, j'ai même, quand j'étais jeune, pour un cadeau, je me souviens plus si c'était ses 50 ans, j'ai fait publier un de ses recueils. J'ai fait un lancement, il y a plein d'amis qui sont venus. Puis finalement, il en a vendu quand même pas. Je me rends compte aujourd'hui que quand tu vends 500 recueils de poésie, c'est quand même pas pire. Ben oui. Il s'est retrouvé en librairie en Gaspésie. C'était quand même chouette. Donc, les livres ont toujours été présents. Mais le cinéma, par exemple, c'était pas nécessairement quelque chose qui faisait triper mes parents. Mais tu sais, j'ai un souvenir de... le cinéma étranger, là, je me souviens justement, on avait... moi, j'ai toujours eu des problèmes aux yeux. J'avais des verres de contact quand j'avais eu 7 ans. J'avais comme des problèmes de myopie très jeune. Puis l'ophtalmo, il était à Westmount. Et même quand on était dans l'ouest de l'île, on retournait là. Mais là, c'était comme un bon voyage. Là. On partait, on allait chez l'ophtalmo. C'est que ma mère en profitait pour aller magasiner. Après, c'était qu'on va pas retourner à l'école, là, c'est loin. C'est que moi, j'allais au cinéma. Puis à l'époque, c'était le cinéma Alexignon, qui n'existe plus vraiment, mais c'est la Plaza, là-bas, à côté de l'ancien forum. Puis le premier film étranger que j'ai vu, là, dont je me souviens, c'est un film de Tornatore, c'est Cinéma Paradiso, qui était un film formidable. Il y avait Philippe Noiret là-dedans, dans les années 80, qui avait gagné plein de prix. Puis ça a été comme j'avais 14 ans, peut-être. Comment tu t'es ramassé là? J'étais tout seul. C'était comme moi, ma mère va au cinéma. Puis là, à Alexignon, c'est d'ailleurs le premier cinéma où j'ai vu un film, c'est E.T. J'avais peut-être, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Mon premier film au cinéma, c'est E.T. C'est le même cinéma. Puis là, je vais aller voir ça. Puis là, c'est un film en italien, français, sous-titré. Puis c'est un film qui est un hommage au cinéma. C'est un projecteur dans une ville en Sicile, justement. Et ça a été comme mon premier coup de cœur. Puis ça a commencé comme ça. Ça fait que longtemps, j'étais dans le West Island, prenais l'autobus pendant 2 heures pour aller voir un film français au centre-ville parce que, tu sais, c'était comme ça. Ouais. Ouais. Fait que tu t'es comme créé toi-même cette passion-là qu'est le cinéma. Ouais, ben c'est-à-dire, tu sais, ça est arrivé. Je pense que j'ai eu un coup de cœur. Ouais. Puis après ça, ben, je l'ai nourri autant que je pouvais, tu sais. Fait que là, à 14 ans, t'as fait ça. Là, ton secondaire, t'es bon à l'école, mais tu fais aussi beaucoup de sport. Ouais, moi, c'est ça. C'était le sport et je jouais au hockey, je jouais au soccer. J'ai joué à balle aussi, tu sais, longtemps, là, puis à un moment donné, il fallait choisir. Mais tu sais, au soccer... là, j'étais je fais les essais de l'équipe du Québec, j'étais dans la Ligue élite, ça fait qu'on était...
Puis toute la famille, tu sais, mon frère aussi, Ouais. qui était super bon au hockey. Mon frère, mon frère était meilleur que moi dans les sports. Lui, il était vraiment le meilleur défenseur au soccer, le meilleur. Mais j'étais toujours un petit peu pas loin derrière. Puis dans le sport scolaire, on était très bon parce qu'au civil, on était dans des grosses ligues. Que quand on jouait, on venait au scolaire. C'était très, très chouette. C'est plus développé aujourd'hui maintenant, le scolaire, je pense. C'est ça. Ouais, à l'époque, c'était un peu broche à foin. Là, on allait jouer c'est ça. une game contre Brébeuf. Là, mais eux autres, ils avaient tout un équipement. Puis nous, on arrivait avec nos casques de différentes couleurs. Là, Après ça, quand tu t'es inscrit au cégep, t'es allé où puis en quoi? Je suis allé à Bois-de-Boulogne, dans le nord de la ville de Montréal, et j'ai commencé en me disant... Moi, très vite, donc j'étais bon à l'école. J'étais pas mal bon, j'étais dans les premiers. Là. Puis t'aimais-tu ça? Et j'aimais ça, mais très tôt, je savais que je voulais devenir journaliste. Ah ouais, hein? Ouais. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ça non plus. C'est vraiment... Moi, là, j'ai fondé un journal en 5e année du primaire. Ça s'appelait Presse primaire. Non! Oui. Puis il y avait une équipe de télé qui était venue à mon école qui faisait des genres de jeux pour jeunes. Ça s'appelait Au jeu. Puis un des animateurs, c'était Serge Thériault qui était dans Ding et Dong. Ouais. Puis c'était dans sa passe un peu coquille, là. Ça fait qu'il était comme, tu sais, de Ça a même. été une longue passe, quand Oui, même. une longue passe. Puis il s'occupait des jeunes dans les écoles. Je trouve ça assez paradoxal. et j'avais raconté dans ce journal que j'avais fondé, ma première expérience télévisuelle. Tu sais. Fait que j'ai fait ça. Puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai été rédacteur en chef. Moi, j'ai été rédacteur en chef de tous les journaux étudiants où je passais, du primaire jusqu'à l'université. Tu sais. Et je savais où je voulais aller. Et donc, au secondaire, je m'occupais du journal, j'étais dans le conseil étudiant, j'étais dans toutes les affaires. Et en secondaire 4, j'ai décidé qu'en secondaire 5, je ne ferais pas mes sciences. Tu sais. Puis je me souviens, ma prof de chimie... elle disait, mais tu sais, le journalisme, il y a le journalisme scientifique. C'est parce que j'avais eu genre 95 à l'examen du ministère en chimie, mais je savais que les sciences, c'était pas pour moi. Tu sais, mon frère, c'était un scientifique il a fait un doctorat en génie. Moi, je savais que c'était pas ma branche. Mais les profs étaient comme, tu sais, quand tu as un élève avec du potentiel, mais tu sais, moi, je vais faire art plastique, des cours d'histoire, géo, c'est ce que j'aimais. Puis est-ce que tes parents t'accompagnaient là-dedans? Oui, mes parents m'accompagnaient là-dedans vraiment. Tu sais, je pense qu'ils avaient confiance. Ils se disaient, il a l'air de savoir où il s'en va. Mais au cégep, j'ai décidé de faire un genre de programme passe-partout avec des maths. C'est genre administration, un genre d'affaires un peu vague, mais que tu te fermes aucune porte. Puis dès le premier cours de maths, je me suis dit, OK, moi, je comprends plus. À partir du moment où tu peux plus diviser la tarte, là, regarde, là, le calcul différentiel intégral, c'est comme du chinois. Là. C'est pareil l'enfer pour moi. Je comprenais rien. Là. Moi, il est arrivé sensiblement la même chose, mais ça m'a pris du temps, moi, mettons, à assumer à ma famille, mettons, que c'était pas pour moi. Qui fait en sorte qu'en secondaire 5, moi, j'ai fait physique, chimie. Et on avait un cours qui s'appelait... j'oublie le titre, là, bref. Et dans le fond, c'était comme le début des cours du cégep. Plus poussé, là. Ouais. Fait que je suis arrivé au cégep, puis j'avais déjà appris un peu différentiel, j'avais appris le début. J'avais comme les 2 premières semaines de mes cours de sciences. Fait que ça allait bien au début de la session, et plus ça avançait, plus ça crashait. Puis ça a été... C'est le cours de maths intégrale qui a fait... C'est terminé. Je quitte. Moi aussi, c'est la première fois que je me suis senti complètement démuni à l'école. Tu sais, que, OK, je comprends plus rien. Là. Ouais. Vous m'avez complètement perdu. Moi, tout allait bien, c'était pas compliqué. Puis là, c'est du chinois. Puis ton frère à côté, mais voyons, qu'est-ce que tu comprends pas? Puis il te l'explique que tu comprends pas plus. Tu sais, c'est vraiment... Hier, je parlais avec un collègue dans sa classe au secondaire. Il y avait David Saint-Pierre, tu sais, l'astronaute. Ouais. Il dit, c'est mon chum. Moi, j'étais pas bon en sciences. C'est celui qui me parlait que mon père avait été son directeur. Tu sais. Il a changé d'école à un moment donné, puis il me dit, moi, j'étais pas bien bon en sciences. Puis là, j'avais David Saint-Pierre qui avait été jumelé à moi pour être mon tuteur. Puis lui, il posait des questions aux profs, mais pas pour être baveux, mais il leur disait, ouais, j'ai pas trop compris là, l'affaire de quand l'eau liquide, puis l'eau qui a une masse un peu, plus de densité, puis là, les profs étaient toujours... le running gag, c'est je vais te revenir avec ça. Tu sais, c'est le gars, il dit quelques années plus tard, il faisait son astrophysique en Angleterre. Tu sais, il y en a qui ont ça, la bosse. C'est incroyable. C'est ça. Fait que là, t'as-tu changé de programme?
j'ai abandonné les maths, c'est-à-dire j'ai fait mon premier cours, puis après ça, il y avait statistiques que tu pouvais faire, puis là, ça te donnait un peu un genre... Ça fait que c'est sciences humaines avec maths, tu sais. Avec maths, c'est pas fort, mettons. Là, mais avec aussi, moi, mon père, c'est-à-dire, quand tu dis, est-ce que tes parents t'encourageaient? Absolument. Mais c'était le journalisme, super. Mais tu sais que c'est pas, même à l'époque, c'est pas un milieu très, très sûr. Tu sais, ça fait que ça serait le fun que tu aies comme un plan B. Puis là, il me disait, à l'époque, les grands journalistes, les René Lévesque, puis les Pierre Nadeau, tout ça, avaient fait leur droit. Et donc, mon père m'a dit, fais donc ton droit, puis tu peux faire du journalisme à côté, puis il n'y a pas de problème, c'est une belle formation générale. Tu sais, ça fait que j'ai fait mon droit. Donc, donc, je faisais le cégep en me disant, il faut que j'aille... J'avais des bonnes notes, c'était pas trop compliqué, donc je suis rentré en droit, puis j'ai pas aimé ça, pas en tout. Ah, mais c'est... Je l'ai fait, là, mais j'aimais juste le droit constitutionnel puis le droit international. Mais à un moment donné, tu as des cours de sûreté et hypothèque. Tu sais, c'est comme calculer le... Là, t'es comme... Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, mais le droit constitutionnel, c'est quoi? c'est tout ce qui touche aux compétences provinciales, fédérales, tout ce qui est la charte des droits. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup. Justement, on en parlait cette semaine avec Mike Ward. Avec Mike Ward. Tout ce droit-là, les droits individuels, les droits collectifs, comment une nation, dans l'ensemble des nations, peut faire valoir certains droits. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. C'est clair. Mais tout ce qui était plus technique, day-to-day, droit des affaires, tout ça, ça m'intéressait zéro. Mm-hmm. Et donc, je suis devenu un étudiant en dilettante à l'université. C'est-à-dire que j'étais rédacteur en chef du journal de la faculté de droit. Je dirigeais les pages culturelles du journal de l'université qu'on avait fondé avec des chums. Et j'ai commencé à écrire à la presse à 20 ans. Et donc, je faisais tout ça. J'étais à l'université. Et les cours, j'avais une blonde. Les cours à 8 h le matin, j'y allais pas. Les cours, j'y allais une fois sur deux. Ouais. Regardez, mes fils, si vous me regardez... Là, je veux dire, non, je voulais dire 3 fois sur 4, là, mais mettons que, ça fait que le droit, c'était comme en dilettant, mais j'ai poussé la plaisanterie jusqu'à aller à l'école du barreau. Non! Ouais. Tu l'as fait? Je suis allé au barreau, sauf que c'était comme vraiment par... Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je devrais faire? Ma blonde de l'époque, elle y allait, elle voulait devenir avocate. Je dis, bon, je vais y aller. Puis c'était à côté de la presse. C'était de l'autre bord de la rue, tu sais. Sauf que là, ce qui arrivait, c'est que j'avais entre-temps fait un stage l'été à la presse, puis eux me retenaient souvent, ils me rappelaient, j'étais sur rappel pour être pour journaliste surnuméraire, toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais ils t'appelaient à la dernière minute. Puis il y a des fois où c'était, écoute, Marc, la semaine prochaine, on aurait besoin de toi pour 1 semaine. Mais moi, je savais que le vendredi, j'avais un examen de droit pénal, tu sais. Puis là, j'essayais de faire fitter tout ça, puis ça a plus ou moins bien marché. Tu sais. C'est que j'ai fini par faire un demi-stage à la fin du barreau parce que avec donc Geneviève à l'époque, on a été les premiers à faire reconnaître un stage à l'étranger. On a fait un stage à Paris qui a été reconnu par le barreau du Québec. Fait qu'on est allé faire un stage là-bas, mais il faut faire 6 mois de stage. Puis quand je suis revenu, le devoir a appelé la presse. Fait que j'ai jamais fini. Ah, mais là, attends, ton stage, c'était quoi? C'était un stage dans un bureau d'avocat à Paris. Puis ça n'avait jamais été fait, ça, ici, avant? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui avaient fait des stages, mais jamais, quand tu es étudiant, à l'époque, en tout cas, ça fait un certain temps, mais je pense que c'est encore comme ça, il faut que tu fasses un stage de 6 mois à la fin de tes études de droit. Mm-hmm. Il fallait les faire au Québec. Mais là, tout d'un coup, on a vu une porte ouverte avec, je pense que c'est l'Office franco-québécois de la jeunesse ou un truc comme ça, où on a été les premiers à se faire reconnaître un stage de 3 mois à l'étranger. Ça fait que, on a trippé, là. On était à Paris, on a fait le stage, après ça, on était allé se promener en Europe de l'Est, c'était vraiment... Puis tu sais, le stage, c'était pas, tu sais... comparativement à gérer 3 journaux étudiants, plus la presse, ouais, le barreau, c'était un peu les vacances, je vais te dire. C'était plus, moi, j'avais mon guide de Paris, j'ai découvert tous les quartiers, puis en même temps, on allait étudier, on allait à la Sorbonne faire des... C'était le fun, c'était trippant, c'était du droit comparé international. Puis là, j'imagine que ta soif de culture devait être... Ah oui, là, j'ai découvert à Paris, ce qu'on n'avait pas nécessairement ici, c'est-à-dire... Tu veux voir un film de Woody Allen n'importe quel jour de la semaine, il y a une rétrospective à quelque part. Ouais. Puis j'ai vraiment un coup de cœur pour la France. Puis je suis allé plusieurs années de suite. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis revenu, j'ai travaillé un peu, j'ai travaillé à la presse, j'ai travaillé au Devoir, puis il y a eu
un nouveau programme en journalisme international qui s'est ouvert, qui se donnait entre l'Université Laval et l'École supérieure de journalisme de Lille, dans le nord de la France, qui est une école de journalisme très reconnue. Et je me suis inscrit. Ça fait que je suis parti étudier en France. T'sais. C'est comme des études supérieures, un genre d'équivalent de maîtrise, un DESS. Puis ça, tu avais travaillé combien de temps? Moi, j'avais travaillé... Ben, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai commencé j'ai commencé à 20 ans. Comment t'es arrivé à la presse à 20 ans? Je suis arrivé à la presse à 20 ans. En fait, j'ai commencé à l'époque au cégep. Il y avait des pages pour les jeunes, ça s'appelait la Jeune Presse. Ouais. Et moi, donc, je faisais tous les journaux. Puis là, je me disais, à chaque fois qu'il y en avait un autre, je voulais le faire. Tu sais. C'est clair. Que, puis, je veux dire, visiblement, tu devais déjà être talentueux. Je veux dire, en plus de travailler fort, comme... Ben, tu sais, c'est-à-dire que je relis ce que je faisais à l'époque, puis, mon Dieu, je suis gêné. Tu sais, faudrait pas, je voudrais pas que les gens aient fouillé dans les archives. Allez pas fouiller dans les archives. Vous allez trouver des affaires terribles. Et donc, j'écrivais dans ces pages pour les jeunes. Et j'ai un... C'est un collègue, un ami, mais à l'époque, Mathias Brunet, qui écrit sur le hockey beaucoup, tu sais. Il est allé au même collège que moi. Puis mon père avait été très proche de lui. Il est plus vieux. Il était en secondaire 5 quand j'étais en secondaire 1. Okay. Mais j'avais suivi son parcours. On est allé au même cégep. On a fait les mêmes journaux. Et lui écrivait dans un nouveau cahier qui s'appelait Sortir à l'époque à la presse, qui concurrençait Le Voir. Le Voir, à l'époque, c'était les jeudis. C'était un journal qui avait beaucoup d'influence dans la culture. Puis la presse avait voulu, je pense, concurrencer ça. Donc, embauchait des jeunes, mais pas des jeunes de 20 ans, mais des jeunes de 25, 30 ans. Ouais. Et Mathias écrivait là-dedans, mais un jour, Mathias, qui faisait des chroniques de resto sur le pouce, genre un petit resto boui-boui qui vient de s'ouvrir, il faisait ça. À un moment donné, il est recruté au sport. Moi, je suis sa carrière, je vois que là, il y a une occasion. Ouais. Il y a un trou, là. Le nouveau restaurant de shawarma, c'est qui va en parler? Et donc, je suis carrément allé... à la presse, je suis allé voir le chef de cette section-là, puis j'ai dit, moi, je suis capable de faire ça. Je vous en ai fait un. Il y a un restaurant près de l'université qui est un restaurant belge. Voici ma critique, tu sais. Puis ils l'ont publié, puis ça a commencé comme ça. Tu me niaises? Ouais. Tout ça grâce à un restaurant belge? Grâce à un restaurant belge, oui. Puis le titre, ça s'appelait « Schtroumpfer une frite ». Fait que je cherchais pas dans les archives. C'était un peu gênant. Et donc, moi, j'avais même pas d'ordinateur. J'écrivais mes textes à la main, à la mine, dans mon appartement. J'étais en appartement à Outremont, pas loin du Mont-Hélène. Et j'allais à l'université. Je tapais ça sur l'ordinateur du journal. Je mettais ça sur une disquette. Je parle de 1993. Je prenais le métro jusqu'à la presse. J'allais leur porter la disquette. Non. Ils me donnaient genre 50$, puis tu sais, il fallait vraiment... Puis même, à l'époque, je me faisais pas rembourser les restos, parce que les gens qui font des critiques de restaurants, ils se font quand même rembourser les restos. Au bout d'un an, le patron me dit, j'ai jamais vu de compte de dépenses comme tu fais comme... Moi, je travaillais gratis, mais je voulais juste... Travailler, avoir mon nom, faire un petit peu... Ça t'intéressait-tu, les restos? Oui, ça m'intéresse encore. Je suis très... Genre, Rebecca se moque tout le temps de... Ou se moque ou me demande des recommandations pour elle et son chum quand ils sont en voyage. Puis t'avais-tu une expertise là-dedans ou c'est à force de le faire que... Non, mais c'était pas de la vraie critique de resto, c'était plus... Où sortir, tu sais, c'était plus genre des bars branchés. Ouais. Je m'étais développé une genre un peu une expertise de bière. C'est quand les microbrasseries commençaient, les bières importées. Ouais. J'écrivais dans un magazine de bière. Je tripais sur la bière. Okay. Après, c'est devenu plus le vin. Mais j'ai toujours été j'étais un épicurien, là, disons. Là. Ouais. Mais non, j'avais pas de compétences particulières. Puis là, moi, ce qui me faisait triper, c'est la musique et le cinéma. Puis beaucoup la musique. Et donc, ça m'a permis... assez vite de commencer à faire de la critique de musique. Tu sais. Est-ce que, vu que tu dis que toi, ce qui t'attirait, c'était beaucoup la musique puis le cinéma, est-ce que le but, c'était-tu d'aller à la presse ou tu visais le voir? La presse, ça a toujours été... Donc, je te disais, 5e année, presse primaire. Tu sais, il y a quelque chose comme ça. Puis c'est drôle parce que hier, je le racontais aussi aux collègues. Ils sont comme, mon Dieu, t'es vraiment... En secondaire 4, l'orienteur, moi je voulais être journaliste. L'orienteur, il me dit regarde, ici, on n'a pas de cours de journalisme, il n'y a pas de groupe de journalisme, mais je m'occupe aussi d'une école à Laval qui s'appelle Saint-Maxime.
Puis eux, ils ont un cours de français journalisme et ils font des visites de la presse. Fait que je me suis carrément greffé. J'étais tout seul, moi, dans mon collège à Pierrefonds, dans l'Ouest. Puis je me suis greffé à des gars puis des filles de Laval que je connaissais pas. Et j'ai visité la presse. Ils m'ont fait visiter le building. Je leur disais à mes collègues hier, j'ai encore la petite règle qu'ils m'ont donnée, le paperclip, tout ça. Tu sais, la presse, je l'ai tatouée sur le cœur, pour vrai. Là. Mais mon Dieu, l'orienteur était bien cool de te permettre de faire ça. Là. Oui, Wilfrid La Rochelle, je le salue. Il était très, très cool. Ouais. Wow. J'ai encore le papier là, qui me disait l'adresse, tout ça. Ça a été déterminant dans le cheminement. Mais c'est clair. Ouais, c'est clair. Des fois, tu rencontres quelqu'un, là, puis ça... Ouais. Ben, puis visiblement, il l'a vu aussi en toi, dans le sens qu'il a dû faire comme... Tu sais, comme c'est une solide passe à palette, là, quand même. Ouais. Il a dû se dire, lui, il trippe pour vrai, là. C'est pas... je perdrai pas mon temps avec lui, là. Ouais. Puis, tantôt, tu as dit que tes parents disaient que le journalisme, c'était pas une job sûre. On dirait que dans ma tête, peut-être parce que j'ai toujours voulu être humoriste, fait que dans ma tête, c'était comme une des pires affaires. Puis après ça, je suis comme, il y a vraiment pire qu'humoriste, là, comme job pas sécure. Dans ma tête, journaliste, c'était pas le cas. Les arts en général, c'est pas super. Mais le journalisme, tu sais, à l'époque, je te dirais, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là. Par exemple, mon plus vieux, qui va avoir 16 ans, il nous a annoncé récemment à sa mère et moi que ça l'attirait. Que ça l'attirait, puis on était... C'est vrai? un peu comme... Parce que tu vois la situation des médias, puis tu te dis... ça va être tough, tu sais, mais en même temps, si c'est ça qu'il veut faire, puis qu'il a le talent, puis qu'il a la volonté, je l'empêche. Évidemment, je vais l'encourager. Tu as quand même vécu la transition, là, je veux dire. Ouais. Tu es rentré en 93 à la presse? Moi, je suis rentré, donc, j'ai commencé à écrire en 93, j'étudiais encore, j'ai fait un stage en 95. Pendant les années 90, j'écrivais, mais je n'étais pas staff. À la fin des années 90, j'ai été embauché. Puis pendant toutes les années 90, je me souviens, j'ai fait le stage. Puis, à l'époque, les maîtres de stage, à chaque année, il y avait 6 ou 7 jeunes qui étaient choisis. Puis, c'était un peu ceux qui étaient embauchés. Mais à l'époque, ça embauchait au compte-gouttes. Ils en prenaient un par année. Mathias, je me souviens, il a attendu je ne sais pas combien d'années avant d'être embauché. Puis, il nous disait, si t'es pas Guy Lafleur, c'était les références de l'époque, tu sais. Maintenant, ce serait peut-être Sidney Crosby. Mais si t'es pas Guy Lafleur, oublie ça. Ça fait que c'était vraiment... Il était très lucide par rapport à la situation. Mais ce qu'il fallait faire, c'est s'accrocher. Moi, j'ai toujours... C'est ce que quand je vais dans des écoles, je rencontre des jeunes. Là, si vous y croyez, allez-y, foncez. Moi, ça a toujours été... Je cognais aux portes. Genre, le gars, si ça donne... Puis j'ai été chef de division. Je sais. J'ai vu, par exemple, une journaliste, Manon Dumais, qui est une journaliste de cinéma, qui est maintenant au Devoir, m'arriver un jour avec son CV, puis il était sur le top de la pile, puis j'avais besoin de quelqu'un, puis je l'ai appelé, puis c'est comme ça que ça a commencé. Des fois, c'est quand tu es là au bon moment, tu as tenté ta chance. Ouais. Personne ne le sait si tu es chez toi, puis que tu rêves de devenir humoriste ou journaliste, puis que tu le dis à personne. C'est pas comme ça que ça marche. En effet. Et donc, j'ai toujours un peu foncé, puis c'est pas nécessairement ma nature en plus. Je suis assez timide, je suis assez comme faut-tu vraiment que je demande à madame si ils ont telle couleur au magasin de telle affaire. Je suis comme, ma mère, vas-y, là, demande-y. Mais il y avait quelque chose de plus fort en toi. Oui, c'est ça. Ça, je le voulais. Je le voulais tellement que c'est ça qui est arrivé. Ben, puis en plus, pour quelqu'un qui fait de la critique, comme visiblement, il faut que tu crois en tes opinions, il faut que tu crois en ce que tu as à dire. Oui, il faut que tu sois assez... Il y a quelque chose il y a du front là-dedans. C'est vrai qu'il faut être convaincu. Il faut... des fois, les gens... Moi, j'ai des fois une réputation d'être prétentieux ou d'être... prétentieux, ça revient souvent. Je pense que ça vient de la conviction avec laquelle j'ai des opinions. Mais ça ne veut pas dire que ton opinion n'est pas aussi valable. Là. Moi, je te dis ce que je pense de tel sujet. J'essaye de le démontrer de la manière la plus limpide possible. C'est là où, des fois, je me dis, le droit m'a peut-être aidé à construire un argumentaire. Au début, sûr. Parce que quand je faisais justement des cours de sûreté hypothèque, je me dis, à quoi ça va me servir dans la vie? Mais à un moment donné, le droit, c'est comme c'est une formation générale. C'est juste savoir... c'est une formation sur la ligne morale aussi, de la société, la ligne éthique. Ça te donne plein d'outils dans ce métier-là. Moi, tu vois, mon meilleur ami est avocat. Puis je trouve quelque chose que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il est très, très bon pour avoir des conversations très difficiles. Ouais. Pour dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre, mais de le dire de la bonne manière.
Puis je suis comme, moi, étant humoriste, j'aime pas ça du tout. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Je veux dire quelque je veux chose pas le conflit, non, je vais faire ça, ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est quelle grande qualité que d'avoir ça, puis I guess que ça t'a aidé toi aussi. Ouais, je pense que c'est une façon aussi de voir les deux côtés de la médaille tout le temps. Tu comprends que, moi le premier, je comprends pourquoi un violeur, un assassin a besoin d'une défense, dans un système de droit, a besoin d'une défense. Et puis je comprends l'avocat qui va essayer de plaider en sa faveur. Ça ne veut pas dire que tu défends dans l'absolu un assassin. Non, c'est le droit. On s'intéresse au droit. Et donc, il y a toujours, le blanc, le noir. Il y a deux côtés à cette médaille-là. Il faut voir les différentes nuances. Peut-être ça qui est intéressant Mais tu sais, je veux dire, moi, j'étais à l'université en troisième année ou en deuxième année à l'université. Je ne sais pas si tu as lu Barry Guérard, Royal. C'est un roman, tu sais. Mais, donc, son roman, lui, il n'a pas étudié en droit. T'sais. Il a des amis en droit, mais il n'a pas étudié en droit. Mais tu lis son roman, puis tu dis, je peux pas croire qu'il n'a pas étudié en droit, tellement c'est ça, tu sais. Et donc, je suis en deuxième année d'université. J'écris à la presse, je suis dans les journaux étudiants, je me fais pas rembourser mes restaurants, ça fait que j'ai pas une scène, puis je suis en appartement avec ma blonde à l'époque, et donc je travaille au café étudiant de la faculté de droit, parce que j'ai beaucoup de temps, mais surtout parce que j'ai besoin d'argent. Ouais. Et j'ai quelques fils à papa, je dirais, qui sont eux autres, qui ont été élevés dans cette espèce de Watt, juristes de père en fils, que je voyais dans leur regard, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es au café. C'est une expérience pour un reportage. Non, je sers du café parce qu'il faut que je paye mon loyer. Ouais. Ça fait que j'avais un peu... Je me sentais pas pleinement partie d'une certaine gang. C'était comme une école secondaire, finalement. C'était comme, les populaires, ou ceux qui avaient fait leur entrevue de stage dans les grands bureaux puis qui arrivaient à l'école en complet 3 pièces. Puis t'es comme, dude, tu peux venir en jeans. Il n'y a personne qui va te juger. Là, fait que j'avais un rapport amour-haine aussi au droit. Quand j'étais à l'université, c'était... Ben, puis je peux comprendre. Là, je pense que la perception que plusieurs personnes ont, puis justement, c'est qu'il y en a qui finissent par incarner cette perception-là. Là, fait que moi, j'ai jamais mis les pieds. Je veux dire, le plus proche que j'ai été de l'université, je pense que c'est un bar universitaire. Là, mais ça varie beaucoup, mettons, d'une faculté à l'autre. Puis la faculté de droit, c'était pas nécessairement la plus sympathique. Non. C'était pas celle où, tu sais, Puis, mais je trouve ça le fun, par contre, ce que tu dis que... Puis moi, je l'ai senti en te rencontrant dès les premières fois, c'est que moi, ça fait longtemps, je suis pas un lecteur assidu de de journaux, mais du plus loin que je me rappelle, je me souviens te lire quand même régulièrement. Tu sais, comme Marc Cassivi, je connais ce nom-là, tu sais. Et quand je t'ai rencontré, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que je te sens nuancé. Tu sais, moi, souvent, c'est ça qui je t'ai jamais senti prétentieux, tu sais. Mais c'est tu fais de la critique, tu fais de l'opinion. Inévitablement, faut que tu défendes un peu ton idée, tu sais. Mais je te sens nuancé, je te sens ouvert, je te sens curieux, encore une fois. Je pense que je le suis, mais j'ai beaucoup de ça, tu sais. Je rencontre les gens, puis ils me disent « Hey, vous êtes bien plus sympathique en personne. » Puis je sais pas si c'est un compliment. C'est-à-dire, oui, c'est un compliment, mais en même temps, ça veut dire « Aïe, il me trouve vraiment pas fin ou tu sais, comment j'écris les choses. » Mais des fois, je sais pas, quand tu prends la plume, t'as un angle, t'as une façon de voir les choses et peut-être que tu y vas un peu plus à fond d'une certaine manière. Quand j'ai commencé, j'étais plus baveux aussi. Quand j'étais dans la vingtaine, là, c'était pas conscient, mais ça a été une façon de me faire connaître aussi. C'était une façon de faire ta place aussi? Parce que... Ben, je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été... J'étais assez franc, tu sais. C'est-à-dire, je suis diplomate aussi. Je suis quand même quelqu'un qui est... Je pense que les gens qui me connaissent me trouvent assez easygoing. Mm-hmm. Mais quand j'ai une opinion, je la dis. C'est-à-dire que... Puis je me rends compte en vieillissant que des fois, on choisit nos combats. Je vais pas dire ça, ça va blesser des gens. Mais quand tu as 25, 26 ans... tu penses pas tant que ça à comment l'artiste ou les gens autour de lui vont recevoir. Ça fait que tu dis comme tu le dirais à tes chums. Ouais. Puis j'essaie toujours de garder ça en tête. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses vraiment? Là, le film, là, quand tu vas voir ton frère, là, est-ce que tu vas lui dire « vas-y » ou tu vas lui dire « ouais, j'ai écrit ça parce que ça fait bien, mais
toi, vas-y pas, t'aimeras pas ça. Tu sais, je parle, moi, à mes chums, à ma famille, à des gens, oui, qui ont un intérêt pour ce que je fais. C'est-à-dire, si je parle de cinéma, je vais pas, en anglais, on dit « dumb it down ». Je vais pas faire comme, tu sais, je veux pas que tout le monde se reconnaisse. Mais je parle à quelqu'un qui raisonnablement peut s'être intéressé par ce que je fais. Puis ça arrive donc souvent que les gens me rencontrent, puis hey, finalement, il est gentil, ce gars-là. Tu sais, aïe, aïe, ma réputation de méchant m'a poursuivi longtemps. Tu sais. Ça t'a-tu dérangé, toi, cette réputation-là? Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des affaires qui collent longtemps, puis tu te dis, avec le recul, ben, peut-être que ça m'a servi d'une certaine manière. Ça m'a fait connaître, tu sais, ça a ouvert certaines portes. Si je suis chroniqueur, columniste aujourd'hui, c'est parce que j'avais des opinions fortes, je pense. Ouais. Mais ça m'a desservi d'une certaine manière pour que certains, tout de suite, lui, c'est un prétentieux. Ou, aussi, il y a au Québec, je pense, de façon générale, encore aujourd'hui, une suspicion de ce qui est un peu plus intellectuel. Moi, je considère pas que je suis un intellectuel. J'ai pas une pensée originale. J'ai rien je considère pas que je suis un intellectuel, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, je fasse partie d'une espèce de nébuleuse intellectuelle. Ouais. Puis ça, c'est regardé par beaucoup avec suspicion. Genre, il nous regarde de haut, dans sa tour d'ivoire, et tout ça. Puis je peux comprendre que quand j'avais 25, 26, 27 ans, moi, à 27 ans, j'ai été nommé chef des pages culturelles. Je dirigeais les pages et donc j'étais moins sur le terrain, mais je gardais une chronique. Puis c'est vrai que je rentrais chez nous, j'écrivais ce que je pensais, mais sans jamais penser. Est-ce que tu dirais ça en face à quelqu'un? Ouais. Puis ça, je l'ai compris assez vite. Je sais pas comment... Il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, mais je me souviens de certaines critiques que je regrette. Des affaires, tu couvres un show de musique, tu as 40 minutes pour dire ce que tu en penses, puis très vite, ou bien tu as adoré ça, ou bien tu as détesté ça. Puis là, quand tu te mets à détester, ben tu n'es plus trop dans la nuance. Tu es beaucoup dans telle affaire. Puis je me souviens, écoute, il y a plein d'exemples, mais il y en a un dont je me souviens très bien, qui c'était un violoncelliste qui s'appelait Claude Lamotte, qui avait fait la trame sonore de Eldorado, qui est un film que j'adore. Et j'étais allé voir un de ses shows, puis là, il faisait comme des covers de Led Zepp, puis des affaires de même, puis j'avais pas aimé ça, puis j'avais été très, très dur, mais vraiment... Avec le recul, je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui quelle mouche t'a piqué pour que tu n'aimes pas ça à ce point-là? J'ai jamais parlé. Peut-être que lui, il l'a même pas lu, puis qu'il s'en fout, puis qu'il n'a rien fait. Ouais. Mais j'y repense des fois, je me dis, d'un coup, que lui, ça l'a stoppé dans un élan créatif. Ou que, ça... Écoute, c'est un exemple. Ouais. J'ai aucune idée. Mais c'est là, le peu, c'est que moi, c'est une réflexion constante que j'ai par rapport à la critique. Parce que moi, mettons, ce que j'admire de quelqu'un comme toi, c'est que, moi, mettons, j'ai 28 ans et je trouve pas que j'ai des opinions très tranchées. Ouais. Ce qui peut être une bonne chose, ce qui peut être aussi une mauvaise chose. Parce que maintenant, c'est comme, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Mais moi, j'aime ça de toi. T'sais, moi, à ton âge, j'étais beaucoup plus baveux. T'sais. Toi, t'es capable d'être baveux, mais t'es nuancé aussi. Ouais. Tu vois que t'es très, très ouvert. T'es quelqu'un qui est très, très ouvert. Oui, absolument. On le sent, là. Ouais. Puis, mais il y a quelque chose quand même. Puis c'est la raison pour laquelle je me pose plein de questions. Parce que surtout quand j'ai commencé en humour, j'ai un peu comme toi, qui est critique, qui est journaliste, qui a comme été cogné à des portes, mais que c'était pas naturellement dans ta nature. Même chose pour moi, c'est que je suis humoriste, mais je suis pas quelqu'un qui assumait tant que ça ce que j'étais ou qui j'étais ou ce que je pensais ou ce que je disais. Mais à un moment donné, je me ramasse à des places où je fais « Attends, là, je suis sur la scène de Juste pour rire, j'anime un gala, j'anime une télé-réalité. » Puis là, c'est comme « OK, mais attends, là, tu sais, c'est tellement plus grand que C'est moi. » le syndrome de l'imposteur qui arrive, qu'on ressent tous à un moment donné? Ouais, mais je sais pas. Ça a été l'imposteur, je pense. Juste au début. Là. Juste au début. Jusqu'à temps, en fait, c'est niaiseux. J'ai réalisé que la journée où je suis devenu plus connu, parce que ça n'a jamais été ça le but, là, d'être connu, mais à un moment donné, je suis devenu connu, ça m'a calmé. J'ai fait, non, on dirait que je peux arrêter de me présenter. Ouais, je peux juste continuer d'être ce que je suis. Puis les gens qui aiment, ils me suivront. Puis les autres, c'est pas grave. Ouais, je te comprends. Ouais. Mais il y a quelque chose de... qui par rapport à la critique, que moi, je sais que la réflexion, je me la pose par rapport à moi. Parce que moi, elle m'affecte. Puis c'est là où je suis comme...
mais à quoi elle sert? Parce que moi, je me pose cette question-là par rapport à mon métier. Puis tu peux pas t'apposer trop longtemps parce qu'à un moment donné, tu vas rester dans une grotte puis tu vas arrêter de le pratiquer. Mais toi, la critique, mettons, qu'est-ce qui t'a amené à critiquer? Ben, je pense que, tu sais, et des artistes diraient, ah ouais, je pense que c'est l'amour de l'art. C'est vraiment un intérêt très, très poussé pour une curiosité. Qu'est-ce qui se fait? Moi, je veux dire, la musique, par exemple, le cinéma, c'est une passion, mais la musique, par exemple, dans ma vie, là, j'en ai besoin viscéralement, c'est-à-dire qu'il y en a tout le temps. Là. À la maison, il y a de la musique. Je vis dans la musique. Le silence me dérange. Il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a toujours de la musique depuis que je suis tout jeune. Puis j'adore découvrir des nouvelles affaires, peu importe le style de musique. J'ai découvert récemment, je suis allé à Carnegie Hall avec l'Orchestre métropolitain. J'étais avec Yannick Nézet-Séguin. Ils m'ont proposé de les suivre en tournée. Je suis à Carnegie Hall. Puis j'ai vraiment... Moi, je connais pas en toute la musique classique. C'est pas du tout mon bag. Je suis pas un spécialiste. Mais j'ai tripé là, le son dans cette place. J'ai compris des affaires, je suis allé aux répétitions, puis j'ai compris ça fait quoi un chef, là, ça fait pas juste ça. Là, tu comprends exactement, tu sais, comme tout ce que lui, il perçoit, il faut que ce soit un peu plus fort là, moins fort là. On est dans telle salle, je connais la salle, elle résonne beaucoup. Essayez pas d'en faire plus. Tu sais, il est vraiment, c'est un rassembleur, puis c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel, là, Yannick Nézet-Séguin, mais d'être là-dedans puis de dire, OK, moi, je fais une entrevue avec lui, avec d'autres journalistes qui sont des spécialistes. Ils sont 3. C'est tous des calés, des exégètes de la musique classique. Puis je lui dis, bon, moi, ce ne sera pas une question de spécialiste, mais telle affaire. Puis plus tard, il me rencontre puis il me dit, dis pas ça, dis pas genre, c'est pas une question de spécialiste. Tu sais, la musique, là, on la ressent. Quand je vais voir un film, je me dis pas... j'ai aimé ça pour un non-spécialiste. T'as aimé ça ou t'as pas aimé ça? Pourquoi? Ouais. De la même manière, ben, je me dis, ouais, ça m'a touché. Il y a quelque chose que j'ai aimé. C'est du Bruckner. Je connais pas ça, mais j'ai vraiment trippé. Et donc, toute ma vie, je pense, découvrant différentes affaires, me rendant compte aussi, peut-être, d'une certaine sensibilité... je sais pas, tu sais, par exemple, j'ai pas étudié en cinéma. Je suis pas un spécialiste patenté du cinéma, mais j'ai vite compris, par exemple, je suis allé à Cannes la première fois, j'avais 27 ans, que donc, en 2000, j'ai 27 ans, je suis à Cannes et je vois le film de Lars von Trier, Dancer in the Dark, puis je me dis, c'est la Palme d'Or. Je viens de voir la Palme d'Or et j'écris, je viens de voir la Palme d'Or. Ce qui est complètement débile, parce qu'il y a un jury de 7 personnes, les autres, ils peuvent être complètement à côté, ou tu sais, pas du tout avoir les mêmes goûts que toi, mais moi, j'ai 27 ans, je viens de voir la Palme d'Or. Ça gagne la Palme d'Or. Oh, ouf! Alors qu'il y avait, écoute, des films formidables. Il y avait The Mood for Love de Wong Kar-wai, que j'adore, qui est un film que j'ai vu à la fin de la compétition. J'ai été complètement bouleversé. C'est magnifique. Magnifique. Mais je colle la Palme d'Or et pour vrai, je te dirais, là, je vais à Cannes, une fois sur 2, je le sais, ça va être quoi la Palme d'Or. C'est-à-dire que j'ai comme confiance, c'est là où la prétention, j'ai confiance en mon jugement. Tu sais. Est-ce que tu le sais parce que t'aimes le film que tu viens de voir, puis selon toi, ça mériterait la Palme d'Or, ou tu le sais parce que tu sais ce que le jury aime? Ouais. C'est plus par rapport... C'est-à-dire que moi, là, finalement, tu te rends compte que t'es... moi, je suis pas un critique exceptionnel. Je suis très, très conventionnel. J'aime ce que la critique aime, tu sais, naturellement. Tu sais. Okay. Mais ce qu'on considère être un grand film ou ce qui sera considéré dans 20 ans comme un chef-d'œuvre, je le vois. Tu sais. Je suis capable de te dire ça. C'est pas... Des fois, je me trompe, là, évidemment. Puis des fois, j'ai trippé sur une affaire qui est complètement passée dans le beurre. Mais généralement... je m'accorde avec la majorité des critiques. Est-ce que les critiques ont raison ou pas? Ça, c'est autre chose. T'sais. Mais dans le fil du temps artistique, quand on a retenu telle œuvre et telle autre œuvre, ben moi, d'habitude, j'étais pas mal avec ces gens-là. Il y a des critiques qui sont vraiment à côté, qui sont bien plus tripants, qui font découvrir. Moi, je suis assez conventionnel de ce point de vue-là, mais je me suis rendu compte, notamment en cinéma, que si
si tu t'accordes avec une certaine critique, si tu es un lecteur, par exemple, puis tu veux savoir c'est quoi les films qui vont être aux Oscars, ben moi, je peux te le dire dans l'année. Ça va être aux Oscars, ça va être aux Oscars, lui, il va être... Parce que j'en ai vu beaucoup, parce que j'ai un certain sens de ça, j'imagine. Puis aussi, moi, je considère toujours que c'est important d'être cohérent dans son travail quand tu es critique, parce que tu es aussi un guide. La critique, pour moi, c'est plein de choses. C'est à la fois, ça accompagne l'œuvre. Par exemple, Incendie de Denis Villeneuve est sorti il y a 10 ans. À l'école de mon fils, ils ont fait en français un cours sur la critique. Ben, certains ont lu ma critique. Puis ma critique d'Incendie était pas mal. C'était pas mal ça. C'est-à-dire que je l'ai vu, puis je trouvais que c'était un grand film. J'ai sorti les grandes lignes de ce que c'était. Puis aujourd'hui, je dirais pas que j'étais complètement à côté de la traque. Je suis. T'es encore en accord avec Je suis encore en accord avec ce que j'ai écrit, ce qui n'est pas tout le temps le cas, là, franchement. Là. Mais donc, la critique elle témoigne de ce que l'œuvre a été au moment où l'œuvre est sortie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent dans le beurre, puis la critique est passée à côté. Mais de façon générale, il y a quelqu'un qui va pouvoir témoigner qu'il y a 20 ans, il y a telle affaire qui est sortie, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais c'est aussi un guide pour un peu des consommateurs de culture. C'est-à-dire que chaque film, il y a un producteur qui va te dire « Hey, c'est un chef-d'œuvre, the Oscar race starts here ». Puis souvent, c'est un navet. Puis moi, c'est là où je trouve que je joue cette espèce de rôle de chien de garde par rapport au public. C'est de dire « Hey, attention les amis, là. Oui, peut-être ce film a des qualités, mais moi, selon mon expérience, si vous avez tant à investir, vous êtes peut-être mieux d'aller à telle place. Mm-hmm. Après ça, si toi, chaque fois que tu me lis, tu te dis « Hey, lui, là, s'il a aimé ça, je vais haïr ça. » Ben c'est parfait, je suis un bon baromètre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'à chaque fois tu dises, je sais pas, voyons, il a aimé ça, puis moi, j'ai aimé ça. Si 9 fois sur 10, ce que moi, j'ai aimé, toi, tu as haï ça, c'est parfait, je fais bien ma job. Oui, c'est ça. On est cohérent dans nos goûts. Il n'y a personne qui a raison. Là, non, exact. Puis je pense que c'est là où faut... Même moi, mettons, comme artiste, il faut que je réalise que ça demeure l'opinion d'une personne. Absolument. Et que cette personne-là a une tribune qui fait en sorte que, ben, elle va pas s'empêcher de donner son opinion parce qu'elle a une tribune, c'est ça son métier. C'est ça. Puis aussi, l'importance de la critique, je pense des fois, on est assez démesuré. C'est-à-dire que les artistes ou les producteurs vont penser... Mais tu sais, moi, par exemple, j'ai pas aimé Titanic. T'sais. C'est vrai? J'ai pas aimé Titanic. Pourquoi? Parce que j'avais pas votre âge quand je l'ai vu, mais ou au contraire, j'ai l'âge que toi t'avais aujourd'hui quand je l'ai vu, puis je voyais toutes les ficelles, puis je voyais tout le... Mais tu sais, je suis très conscient que ta génération, tu sais, Titanic, c'est un film, il y a quelque chose, en tout cas, je le vois avec Xavier Dolan, n'importe qui. Ouais. Moi, j'ai pas aimé ça, puis je l'ai revu récemment, puis j'aime pas ça. C'est vrai? J'ai vraiment pas aimé ça. Parce que c'est trop quétaine, c'est trop... Ouais, des films, ils sont dans l'eau, ils n'ont pas froid, tu sais, je veux dire, ils sont jamais dépeignés. Il y a quelque chose de, trop propre, trop artificiel pour moi. Toutes sortes d'affaires de ce type-là. Mais ce que j'ai pas aimé de Titanic, puis que je l'ai écrit à l'époque, est-ce que ça a eu un impact énorme sur ce que les gens sont allés voir? Non, tu sais, c'est à un moment donné, il y a des affaires que... Mais c'est pas la raison pour laquelle tu fais ça. Non, le but, c'est pas d'empêcher les gens d'aller voir. Absolument, ça, c'est juste de t'exprimer. Mais c'est pour dire que l'impact de la critique, faut en prendre puis en laisser. Je pense qu'il y a un impact pour la critique, par exemple, là, je te parle de cinéma, pour un petit film qui n'a pas un gros budget pour se faire connaître, puis que peut-être que si toi, t'en parles pas puis t'as pas aimé ça, ça va être dur pour le film. Tu sais, quand on aime beaucoup une petite affaire, ça aide. Ouais. Mais quand on déteste une grosse affaire, ça change absolument rien. Tu sais. Est-ce que... deux affaires, mettons. Est-ce que... Juste être sûr de ne pas oublier... Mettons, est-ce que tu sens une responsabilité par rapport à entre guillemets, la petite affaire? Mettons, un film québécois que t'es comme crime, faudrait l'aider. Est-ce que tu sens une responsabilité d'être plus doux avec cette œuvre-là? C'est là où je pense qu'en vieillissant, des fois, on devient un petit peu plus complaisant. Pour toutes sortes de raisons. Oui, c'est-à-dire que des fois, par l'émission de télé que je fais avec Rebecca, Esprit Critique, oui. S'il y a un petit film qui est sorti, puis qu'au début, on s'était dit « on devrait critiquer tel film », je vais le voir, j'aime pas ça, je vais décider qu'on n'en parle pas. Mm-hmm. J'ai pas envie
de taper sur une affaire qui a été faite avec 3 bouts de ficelle. Le gars ou la fille a mis 5 ans de sa vie là-dedans. Ses chums ont joué dedans gratuitement. J'en parlerai pas. Ouais. À une autre époque, j'aurais dit, j'en parle. Je veux dire, regarde, t'as fait une affaire. Moi, je te dis ce que j'en pense, puis c'est chacun ça. Ouais. Maintenant, je suis plus... mais je dirais pas, j'ai aimé ça juste pour faire plaisir, parce que là, c'est mon frère qui va me dire, « Hey, dude, tu te dis, va voir telle affaire. » Je suis allé voir ça. Je pense que c'est la pire chose que j'ai vue depuis 2 mois. T'sais. Non. Ben, puis tu vas perdre la crédibilité même dans ton métier. Exactement. C'est ça. Où... Mais des fois, je vais m'abstenir. C'est ça que je fais maintenant. Et à l'époque, mettons, quand le Titanic est le plus gros film, le plus grand, un des plus grands, là, mettons. Oui. Quand toi, tu critiques négativement ce film-là, t'es-tu nerveux? Est-ce que ça te stresse-tu d'aller à l'inverse de tout le monde? Non, mais je voudrais pas non plus, puis ça, je l'ai remarqué chez certains, à être ce qu'on dit, là, j'utilise des mots en anglais, je vais me faire taper ses doigts, mais on est sur YouTube. Un contrarian, tu sais, d'être toujours à l'encontre juste pour faire son smart, être intéressant, tu sais. Je voulais pas tomber, puis très vite, je pense, je me suis dit, je voulais pas tomber là-dedans, tu sais. J'ai toujours été... même, des fois, tu es à côté, des fois, tu en mets trop, des fois, tu tapes trop fort, mais j'ai toujours essayé de rester fidèle à ce que je pensais. T'sais. Et donc, des fois, oui, c'est à contre-courant. Tu le sais, d'ailleurs. Avec l'expérience, maintenant, tu sais quand tu écris quelque chose, comment ça va réagir. Par exemple, j'ai fait une chronique sur Mike Ward cette semaine. Ouais. Écoute, je pense que j'ai eu 600-700 courriels. C'est sûr. Puis je sais pourquoi les gens m'écrivent. Ils m'écrivent pas parce que ils ont aimé ce que j'ai écrit. Non. Ils m'écrivent parce qu'ils n'aiment pas Mike. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu le sais. Tu es capable de faire la distinction entre ce public m'aime, mais non, c'est pas ça. Là. C'est juste que tu as touché à une corde sensible. Des gens, ils sont d'accord avec toi, mais pas pour les bonnes raisons, souvent. Ouais. Tu sais? Et ça, il faut faire la distinction. Quand tu écris des textes comme ça, là, en plus, là, mettons ce qui se passe avec Mike, ça polarise. C'est une discussion qui est comme... Qui est complexe. Qui est complexe, qui est particulière. Et qui est rendu public, c'est rendu comme très... Est-ce qu'il y a des textes comme ça que, peut-être au début ou même encore aujourd'hui, ça t'arrive-tu d'être nerveux le lendemain matin, de faire, bon, je m'en vais à l'épicerie, là, puis j'ai sorti ce papier-là? Oui, je te dirais même, je racontais à une collègue qui est chroniqueuse depuis pas longtemps, tu sais, puis elle m'a dit, elle avait aimé mon texte, elle me dit, hey, wow, j'ai vraiment aimé ça. En plus, tu as fait ça sur le gun respect, parce que c'est un gala, tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu te fasses une tête, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, comme tu sais, un texte que tu fais sur le gun puis que tu finis à minuit moins quart, ben tu dors pas bien la nuit. Elle a dit, non, j'espérais que tu allais me dire, avec le temps, ça. Non, tu sais. Tu dors pas bien. Le lendemain, tu sais que tu auras, oui, peut-être ce public qui n'aime pas Mike Ward, mais tu auras aussi des humoristes que tu respectes beaucoup, avec qui tu as des liens, qui vont peut-être te dire, hey, j'étais vraiment. Tu sais, j'ai eu des gens que j'aime qui m'ont dit, t'es à côté de la plaque. Là, puis là, ouais, mais laisse-moi t'expliquer. Je sais pourquoi t'es pas d'accord avec moi, c'est sûr, mais oui. Mais c'est là où c'est admirable de. Encore une fois, c'est que. Ce que j'aime du podcast, c'est que je rencontre plein de gens. Ce que j'admire le plus souvent chez les gens, c'est des choses que moi, j'ai pas, tu sais. Et moi, mettons, de faire, hey, je me sens comme ça, je sais que ça va faire réagir et je vais quand même le publier. Moi, je travaille à déranger plus. Puis, dans le sens, je veux pas être un contrarian, comme tu dis. Non. C'est tellement pas dans ma nature. Ouais, mais juste l'assumer des fois ou le pousser, essayer ça, ouais. C'est ça, tu sais. Mais ça, j'admire ça parce que... Puis moi, en fait, ce que j'aime mettons que je prends l'exemple de Mike Ward, c'est que j'ai besoin d'avoir un texte comme le tien pour voir clair. Parce que si je fais juste me tenir dans les loges du bordel, ben ouais, ça, oui, tout le monde est d'accord. Ouais, ben j'ai pas le revers de la médaille. J'ai juste un côté. Ouais. Puis c'est là où, encore une fois, mon grand désir de nuance puis d'ouverture, de faire... On dirait que je veux vraiment comprendre, mais j'ai aucune idée où je me positionne. Ouais. Parce que je comprends l'importance de ce qu'il fait, mais en même temps, je trouve que la conversation autour de ça, je la trouve chaotique. Peu de gens s'écoutent. Les gens sont trop fermes. Oui, c'est ça le problème, c'est que la nuance se perd là-dedans. C'est comme ces lecteurs qui m'écrivent. C'est-à-dire que moi, je l'aime, Mike Ward. Moi, je le trouve drôle. J'ai couvert un de ses... J'ai pas vu le dernier, mais l'avant-dernier. Je le trouve
très, très bon. Tu sais. Et je comprends ce qu'il veut dire. Après, bon, je trouve qu'il se dieudonise un peu, puis que tout ça, moi, mon texte, c'était sur le fait que OK, tu trouves que tu es une victime, mais tu y vas fort un peu dans ton numéro de Nelson Mandela d'Hochelaga Maisonneuve. Ouais. Il slack un peu ça. C'était un peu ça mon affaire. Mais la nuance, par exemple, mon collègue Patrick Lagacé a écrit il y a quelques semaines, moi j'espère qu'il va gagner en Cour suprême. Ouais. Mais Patrick, je sais, il a reçu plein de courriels de gens qui, voyons donc comment vous faites pour quelqu'un qui rit des jeunes handicapés. C'est parce qu'il y a plein de nuances, il y a plein d'autres affaires. Mais tu sais, moi j'en ai fait des chroniques là-dessus. C'est celle-là que tu dis... Par exemple, il y a 10 ans, j'ai écrit sur Roman Polanski, qui a été, en fait, il a été invité dans un festival de films en Suisse. Et le festival a été comme pris un peu comme... ils ont pris ce festival comme un prétexte pour l'arrêter, pour arrêter Polanski. Ils se sont servis du festival de cinéma comme un traquenard policier pour arrêter Polanski. T'sais. Après ça, moi, comme beaucoup d'artistes, et notamment des cinéastes québécois, j'ai dit, je trouve pas que se servir d'un festival de films pour arrêter quelqu'un, c'est une bonne idée. Ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-le chez lui, arrêtez-le dans des... utilisez pas des subterfuges, tu sais. Mais t'écris ça, puis là, les gens, c'est, ben là, franchement, vous défendez un pédophile, tu sais. Puis ça, il y a des gens de mauvaise foi, notamment avec les réseaux sociaux, qui te prennent une quote hors contexte, mettent ta photo, puis là, ça devient... Et donc, à chaque fois que j'écris sur Roman Polanski, on le sait bien, vous c'est devenu genre, vous êtes pour la pédophilie, tu comprends? Fait que c'est là où tu te dis, celle-là, là, elle m'a valu 10 ans là, de ça. Là. Est-ce que ça valait la peine? T'sais? Puis je pensais à Pat Lagacé, je me disais, Mike Ward, c'est un peu la même affaire, parce que je me souviens, quand j'ai écrit sur Polanski, il m'avait dit, j'ai de la misère à comprendre ton... Mais il était ouvert à m'entendre sur qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis j'ai expliqué. Puis quand il a écrit sur Mike, je me suis dit, tu vas recevoir le même genre de gens qui veulent pas voir pourquoi tu as écrit ça. Ils veulent juste être, t'es d'un bord ou t'es de l'autre. Ouais. Puis par exemple, Mike Ward, la cour d'appel elle-même dit, on dit pas qu'il faut pas rire des handicapés, puis on dit pas qu'il faut pas rire de Jérémy Gabriel. Il y a vraiment plein de nuances, mais les nuances se perdent. C'est fou. C'est plate un peu. Dans la salle, tu sais, là, tu parles de souvent de tes collègues, des gens. Dans la salle de nouvelles, dans la salle de rédaction, est-ce que justement vous échangez? Est-ce que vous... j'imagine vous parlez de vos textes, vous êtes... Absolument beaucoup. Puis là, il doit y avoir quand même, malgré le fait que des fois... Dans les textes, ça peut vous pouvez sembler convaincu ou fermé, mais j'imagine que vous êtes complètement ouvert puis vous discutez, vous échangez. Oui. Je te disais, Nathalie Petrovski, qui a été ma collègue pendant des années, souvent, Nathalie, qui est quelqu'un de bouillant, que moi j'adore, là, qui est quelqu'un de... Elle arrivait le matin, là, où elle arrivait d'un film, où elle avait vu une nouvelle, puis là, elle était là, au plafond, telle affaire, ça n'a pas de bon sens, ou c'était écœurant, puis nous, moi, on était tous des collègues, des voisins de bureau, Hugo Dumas, tu sais. Ouais, mais Nathalie, t'as-tu pensé à telle affaire? T'es-tu sûr? Puis là, souvent, le lendemain, quand tu lis sa chronique, là, c'est comme ça a descendu de 3 étages. Ouais. C'est beaucoup plus... tu sais, il y a tout ça, là, tu sais, dans le... Ou moi, par exemple, moi j'ai le malheur, donc Hugo Dumas, qui est mon ami, c'est aussi mon voisin de bureau, et Chantal Guy, qui est une chroniqueuse aussi, c'est ma voisine de bureau, sont des super fans d'Occupation Double. Que moi, j'ai pas regardé, tu sais, mais là, ils parlent de ça, là, tout le temps. Ils sont revenus du gala avec des photos. Là, il y a ça. Écoute, c'est ça, là, mon îlot. T'sais. Puis moi, je suis comme, hey, on peut-tu parler d'autre chose? T'sais, juste parce que je suis pas dans la conversation. Mais en fait, maintenant, j'ai fini. Je sais c'est qui les personnages. Je lis Hugo. Je l'ai vécu comme par la bande. Mais c'est comme, hey, les amis. Mais même moi, tu sais, Hugo, tu sais, qui a écrit plusieurs textes sur OD, est très détaillé, là. Oui, il est très passionné. Là, oui, puis c'est super éloquent. C'est tellement plus éloquent que l'émission, en fait, là, tu sais. Mais ça nous a... c'est ça qui est fascinant, c'est que, comme, ça nous a... Je pense que le fait qu'un journaliste de la presse nous... Tu sais, en parle autant, ça nous a amené dans une catégorie où, évidemment, que c'est l'émission en soi qui a fait le succès, mais bien sûr. Ça nous a quand même amené à un point où c'est comme, on est loin d'être quétaine. Moi, c'est devenu, cette année, je te dirais, là, donc j'ai zéro, pas une minute, tu me connais, là, c'est pas mon genre, mais c'est devenu un objet d'étude culturelle
par exemple, je le vois juste par mes réseaux sociaux, là, tes abonnements sur Facebook ou Twitter. Moi, j'ai beaucoup genre de jeunes féministes sur mes réseaux Twitter qui m'intéressent, des Aurélie Langto, ou des Rose Aimée, ou Judith Lucier, ou des gens comme ça. Puis là, c'est devenu the talk of the town de ces gens-là, c'est-à-dire que tout le monde avait... il y a des femmes qui ont carrément fait un fil, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Le podcast. Le podcast, c'est ça. Ouais. Et donc, tout ça était autour de moi. Tu sais, Chantal Guy, ma collègue, là, c'est une intello, là, c'est une fille, elle a étudié en littérature, elle connaît tout, tu sais, mais elle n'est pas du tout snob. Tu sais. C'est là où des fois, je me pose des questions sur quand les gens me traitent de snob, puis que je me dis « Non, je ne suis pas snob, mais... » peut-être que oui, tu sais, peut-être qu'il y a une part de, tu sais, par exemple, Occupation Double, c'est peut-être là où je me dis, OK, là, je suis déconnecté de ce qui se passe. Il y a quelque chose de générationnel aussi, mais tu sais, Chantal, Hugo, ils ont mon âge, tu sais, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose autour de moi, de milléniaux, mais qui lèvent pas le nez du tout sur ces affaires-là, qui trouvent quelque chose d'intéressant à analyser dans les comportements sociaux, tu sais. Il y a peut-être, puis là, je réflexionne pendant qu'on parle, mais il y a peut-être quelque chose aussi, je pense, de notre génération. On n'est pas gêné d'aimer la pop. Oui, il y a vraiment quelque chose de décomplexé là-dedans. Ouais. Tu sais, je le rencontre. Moi, quand j'avais ton âge, là, je me sens tellement mon oncle quand je dis ça, mais c'est la vérité. Tu sais, j'ai 20 ans de plus que toi, 20 ans à peu près. Ouais, j'ai 28, moi. C'est ça, j'ai 46. Tu sais. Céline Dion, là, c'était impossible dans la tête de ma génération qu'elle puisse devenir cool ou à la mode. C'était comme, tu sais, moi, c'était Céline Dion, elle a 50 plus que moi, disons. Puis ça m'a toujours, je me suis toujours, voyons, elle a 50 plus que moi. J'en reviens pas qu'elle a 50 plus que moi. Dans ma tête, elle a comme 22 ans de plus que moi, tu sais. Puis là, de voir toute une génération, tu sais, Rose Aimée, Vanessa Désiré, tu sais, je veux dire, des gars, des filles, tout le monde, ne pas du tout lever le nez là-dessus, aimer ça sincèrement. Je suis allé la voir à Las Vegas. Je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça très cool, tu sais, il n'y a plus de... le snobisme n'existe plus, tu sais. C'est là où moi, peut-être que je suis décalé par rapport à cette génération-là. Aussi, t'es peut-être de ta génération, tout simplement. Oui, c'est ça. Puis peut-être aussi que... Parce que j'ai essayé, tu sais, je l'ai écouté, Céline, ça, puis ma patronne, qui est plus ma patronne, qui est partie au devoir, mais elle m'avait suggéré d'aller la voir en spectacle, puis tu sais, oui, je vais y aller. Puis quand j'ai eu l'occasion de pas y aller, je suis pas allé, tu sais, parce que j'ai pas envie d'y aller, puis d'être le pisse-vinaigre qui dit... Ben, moi, j'ai pas trippé, tu sais, ça me tente pas, ça sert à rien. Mais après ça aussi, tu sais, si t'intègres, puis si c'est ça que t'aimes ou que t'aimes pas, à un moment donné, c'est comme, tu vas pas changer pour... Ouais. Mais comme tu dis, t'es de ta génération, il y a une construction là-dedans. Il y a, tu sais, t'entends dire c'est quétaine, ça finit par t'influencer d'une certaine manière, tu sais. C'est clair. Titanic, c'est la même affaire, je pense. Titanic, oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est là que j'allais. C'est ça. Est-ce que comme quand t'écris, là, t'as-tu toujours... Je sais pas, as-tu un style? Y a-tu des gens qui t'ont influencé? Y a-tu une manière que tu travailles? T'sais, je sais qu'au début, tu disais que tu écrivais à main. Est-ce que c'est encore... Là, quand vous parlez de la salle de rédaction, mettons, est-ce qu'il faut que tu es au bureau tous les jours? Est-ce que tu es capable d'écrire d'une salle où il y a plein de monde qui parle d'OD? Impossible. C'est sûr. C'est ça l'affaire. Hugo, il est capable. Il y en a qui sont capables de faire ça. Moi, à partir du moment où j'ai fait de la chronique, puis j'ai commencé à faire de la chronique assez jeune, de la même manière que j'ai voulu être journaliste, moi, je voulais faire de la chronique. J'étais un peu un cliché de ce journaliste qui voulait donner son opinion. Puis à chaque fois, les jeunes, oui, moi, je veux avoir une chronique. T'es comme, commence par faire des textes de nouvelles, commence par faire du reportage, apprends ton métier. Mais moi, j'étais, pour être sincère, je l'ai fait aussi. J'étais des informations générales, le week-end, les chiens écrasés, tout ce que tu veux. Mais avec toujours derrière la tête de faire de la chronique. Puis bon, de façon pas du tout originale pour les gens de ma génération. Mon idole, c'était Pierre Follia, qui est un peu devenu un ami à travers le temps parce qu'on avait des intérêts communs. La première fois que tu l'as rencontré, t'étais... Ben, tu sais, écoute, c'est quand t'es tout petit dans tes souliers, puis tu te rends compte. Puis lui, c'était un gars, justement, il était plus vieux, tu sais, Pierre, il va avoir, fin des années... fin des 70, tu sais. Il est toujours resté en contact avec les jeunes. Il aimait savoir ce qu'on pensait. Tu avais 23, 24 ans, puis il venait te voir, puis
qu'est-ce que tu écoutes comme musique de ce temps-là? Qu'est-ce qui te fait triper? Il était Curieux. Il est curieux, puis il voulait être savoir, pas être dans le coup, mais juste savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il était toujours un peu en phase, je trouvais, avec la société, des fois moins. Là. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il dirait sur MeToo, là, pour être bien franc. Et donc, tu avais cette influence-là qui est claire, que tu as envie, en même temps, tu n'as pas envie d'être un pastiche de Pierre Follia, mais c'est sûr que dans l'écriture, ça... Puis Nathalie Petrovski, qui était quelqu'un qui avait un style, pour moi, la chronique, c'était d'abord quelqu'un qui écrit bien, quelqu'un comme Josée Blanchette au Devoir, elle écrit superbement bien, cette plume-là. Et donc, d'avoir un style, de le travailler, d'avoir un souffle, c'était important pour moi. Mais j'étais chef de division, j'avais 26-27 ans, puis je leur ai dit... moi, j'ai été embauché comme critique de cinéma, puis moins d'1 an plus tard, j'étais chef de la section. J'avais envie d'écrire, puis Nathalie était en congé l'été. Puis j'ai dit, moi, je vais aller faire la chronique du samedi si ça vous tente, juste pour l'été. Puis j'ai jamais arrêté. Ouais. Ça a fini. Puis c'était peut-être en 2000. Ça va faire 20 ans que je fais de la chronique. Ça fait que mais il faut que je sois dans une bulle, dans le silence. Je suis chez nous. Je peux pas écrire avec du monde autour. Ça me prend... Parce que justement... Les mots comptent, ça me prend du temps à écrire. Et donc, certains diraient, ben voyons, c'est pas si compliqué que ça. Oui, mais moi, c'est tough. Je me rends compte souvent encore que j'ai écrit un texte qui était difficile à écrire ou qu'en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur ou je suis vidé comme si j'étais allé courir un 10, un 15 km. C'est vraiment ça. C'est drôle comment... Ben oui. Pour vous autres, c'est pareil. C'est la même chose. À un moment donné, travailler, écrire, les neurones, mais vous autres, en plus, c'est qu'il y a une pression de remise, puis la remise c'est là, est collée sur la publication. Oui. Et dès le lendemain, tu as quantité de gens qui te jugent. Puis, tu sais, moi, il y a du monde qui t'aime, il y a du monde qui t'aime pas, puis là, t'en reçois de la merde. C'est clair. Est-ce que tu sais, mettons, quand tu dis... que tu as peu de temps pour écrire, tout ça, ça t'es-tu arrivé des fois de devoir envoyer un texte pour faire crime, je trouve... ma réflexion n'est pas terminée, tu sais. Absolument. Puis je te dirais, pendant longtemps, c'est moins vrai, là, récemment, à 2 heures de l'après-midi, là, j'y arriverai pas, jamais je vais pouvoir sauver. J'avais une bonne idée le matin, mais là, je ne l'ai pas développée, c'est pas bon, c'est gênant. Puis des fois, tu t'en sors pas. Des fois, tu essaies de réchapper. Puis des fois, ça sort tout seul. Ça dépend des fois. Est-ce que tu penses que le rythme est trop rapide? Ben, j'ai l'impression... Je dirais pas ça, mais je pense que des gens qui font pas de la chronique, qui sont des journalistes aussi ou qui font d'autres choses, quand ils apprennent, par exemple, que tu as 3-4 papiers à faire par semaine, c'est quoi ça? Essaye-le. Essaye-le d'avoir une idée, de la développer, d'appeler des gens qui, des fois, te disent... Tu sais, c'est ça aussi, tu pars avec une idée. Là, tu parles à des gens concernés ou qui sont proches de... Puis là, ils te disent le contraire de ce que, dans le fond, tu avais en tête ou de ce que tu voudrais entendre. Puis là, ça scrape ton sujet. C'est pas si... Il y a bien pire, là, on s'entend, là, mais c'est pas si facile que ça. Mais moi, c'est ça l'affaire. Au contraire, moi, mais je te parle pas à toi. Non, c'est ça. Te dis, de façon générale, là, des fois, t'es comme, frère, les autres, c'est pas moi, c'est niaiseux. J'ai écrit dans Urbania sur le web pendant quelques temps et je trouvais ça... Et puis, écoute, je pense, j'ai commencé, puis c'était aux 2 semaines. Puis j'avais sujet libre. Il y avait quelqu'un qui faisait des dessins pour moi. Écoute, et j'étais là... nerveux, là, à chaque publication, j'étais comme... Puis j'allais pas à contre-courant, là, tu sais, je flattais tout dans le sens du poil. Mais, fait que moi, il y a quelque chose, encore une fois, que je trouve admirable chez les journalistes, que même s'il y en a que... c'est rare là, que ça m'est arrivé, là, mais ça m'arrive là, des fois de faire comme « Ah, ça m'a fait un petit quelque chose, c'est venu me chercher dans les côtes. Ouais. » Puis sur le coup, puis à chaque année, puis tu sais, je veux dire, je suis pas vieux, puis ça fait pas super longtemps que je fais ça, mais... j'apprends, je réalise après coup à quel point une mauvaise critique s'en dit long aussi sur moi à faire. Pourquoi ça m'a tant affecté? Ouais. C'est que ça doit venir chercher de quoi chez nous. Je dois, tu sais... Puis les plus durs, c'est quand c'est un peu vrai ou c'est ça le plus... moi, j'en ai eu ou que une... tu sens que c'est mauvaise foi ou que ouais, il y en a eu une où j'étais comme... c'était...
je sentais même plus, il y avait rien de constructif, mettons. Puis je sais pas si le rôle du critique, c'est de l'être. Mais à un moment donné, j'étais comme, je pense, c'est parce que je l'ai jamais relu, là, je vais être franc avec toi, là, je l'ai lu une fois, puis j'étais comme, je peux pas relire ça. Peut-être qu'il faut pas se faire mal pour rien non plus. C'est ça. Puis moi, c'est parce que c'est venu, à un moment donné, c'était rendu que j'y pensais sur scène, puis j'étais comme, ça, c'est pas positif, tu sais. Mais là, c'est moi aussi qui a donné cette importance-là, tu sais. Mais à un moment donné, puis je l'ai déjà dit sur le podcast, parce que, encore une fois, c'est que j'en parle régulièrement parce que c'est une réflexion qui m'habite beaucoup de par tout ce que je fais. Ouais. Ma job, c'est de faire du bruit. Ma job, c'est de dire des mots. Puis à un moment donné, c'est comme, pourquoi je dis ça? Pourquoi les gens m'écouteraient? Fait que je suis mon pire critique aussi, qui fait en sorte que je pense beaucoup à ça, tu sais. Puis j'en aime une télé-réalité. Qu'est-ce que ça dit sur moi comme artiste? Est-ce que je suis un artiste accompli? Est-ce que je suis vendu? Tu sais, c'est tous des trucs que j'arrête pas de me poser comme question. C'est bien de se poser des questions, c'est sûr. Mais encore une fois, je me trouve chanceux. C'est très naturel chez moi. Puis ça fait en sorte que, justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est que toi, il faut que tu publies à un moment donné ton opinion. Alors que moi, je peux continuer à faire quelque chose et quand même faire « Hey, je le fais, mais ma réflexion est ongoing. » Oui. Mais ça fait en sorte que, à chaque année, on dirait que je réalise, c'est ça, j'évolue par rapport à ça. Puis j'ai eu une très mauvaise critique, j'ai eu une très bonne critique. Puis là, en mettre de la bonne critique, ma soeur m'a appelé et elle a fait. Là, on a eu les deux. On sait que les deux, pour nous, ne changent rien. Oui, c'est ça. Maintenant, on peut passer à autre chose. Exactement. Puis aussi, moi, quand les artistes me parlent de la critique, parce qu'ils m'en parlent souvent, évidemment, je me dis, oui, mais la vérité, là, c'est pas que tu prends une gang d'humoristes ou une gang de musiciens ou une gang de cinéastes, là. C'est leur party de bureau de fin d'année, là, mettons. Là, puis ils jasent là, du show qu'ils ont vu cette semaine. Ils sont bien plus durs que les critiques puis ce qu'on écrit dans le journal. Absolument. Je veux dire, ce que tu entends off the record, là, c'est... écoute, puis même le public. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, nous, on le formalise, on le fait de manière professionnelle, mais c'est ça, c'est que des fois, je comprends que la critique, ça peut être dur, puis je comprends évidemment, parce que moi j'ai été des fois un peu de l'autre bord, j'ai écrit des livres, j'ai écrit un livre sur la langue, qui était un sujet très, très délicat. C'est l'autre affaire, là, je me suis dit, celui-là, est-ce que j'aurais dû le faire? C'est vrai? C'est un sujet sur la langue qui est un peu à contre-courant de ceux qui, beaucoup à droite, au Québec, Mathieu Bock-Côté ou Christian Rioux qui écrit au Devoir, qui disent que le français est en péril, puis on va perdre notre identité. Puis moi, j'ai envie de dire, il y a plein de spécialistes, puis il y a plein de gens qui disent que quand même, on est beaucoup mieux que ce que c'était dans les années 50. Mais tu parles de ça, puis tu as toute une frange à peu près. Voyons donc, vous refusez de voir que le péril est en la demeure. Puis tu as beau écrire dans ton texte, une chance qu'il y a la loi 101, il faut rester vigilant, tout ça. Ouais. Et moi, je parlais notamment d'avoir grandi dans le West Island où j'ai failli être assimilé. C'est devenu... avec mes frères et sœurs, on parle en franglais parce qu'on a été élevés dans le sport en anglais, tout ça. Puis je vois la menace. Mais t'écris ça, puis là, t'en as pour 10 ans encore. Et moi, donc, j'avais plein de gens là, au Devoir. Là, mon livre, c'est une vraie blague. Là, c'est comme l'œuvre la moins bien reçue de l'histoire des 10 dernières années. Il n'y a personne qui a aimé ça. Les gens qui aimaient ça, ils me l'écrivaient en DM. Mais personne publiquement a dit j'ai adoré ce livre-là. Est-ce que tu t'attendais à ça? Je m'attendais à ce que ce soit comme un peu plus divisé. Je suis allé à Tout le monde en parle. Puis je vais à Tout le monde en parle. Puis Danny Turcotte, avant l'enregistrement, me dit hey, j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun, Mais pendant le truc, lui, il me dit pas le contraire, mais il laisse les autres. Je me souviens, il y avait des humoristes, justement. Moi, quand je vais à Laval, au Carrefour Laval, on me parle en anglais, mais peut-être, mais tu sais, dans le grand tableau, là, est-ce qu'on peut mettre les choses en perspective? Mais c'est des fois, c'est ces sujets-là. Mais tu sais, pour te dire, je l'ai vécu un peu, là, le jeu. Ah, OK, Puis là, tu sais, comme, mais peut-être que tu n'as pas tout à fait compris ou tu sais pas exactement ce que j'ai dit. C'est un petit peu de mauvaise foi. Tu sais, je comprends ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire aux artistes, entre vous, quand vous vous dites les choses franchement sur l'autre qui n'est pas là, vous êtes plus dur que nous. Ah oui. C'est ça. Oui. C'est comme, il s'est planté. Avant de publier ton livre, est-ce que tu te considérais déjà comme un auteur? Non, je pense pas. Non. Mais je me considère surtout pas comme un artiste.
Ça, c'est... Puis, tu sais, quand il y a la fameuse tune de Charlebois, là, les ratés sympathiques, c'est les critiques, ce sont des ratés sympathiques. et moi, je suis peut-être un raté, puis je suis sympathique, mais je suis pas... J'ai jamais voulu être un artiste. Ça n'a jamais été... Tu te considères comme un raté? Non. Mais Non. je veux dire, certains diraient que je suis un raté, mais je veux dire, moi j'ai toujours voulu être journaliste. J'ai jamais voulu être un créateur. Puis j'ai fait récemment dans un recueil de nouvelles écrit par des journalistes. Ça vient de paraître là, il y a quelques mois. Une nouvelle inspirée de soccer, Comment des ça affaires. Ça s'appelle On tue la une. Puis, en fait, c'est dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Mais je pense que j'écrirai jamais encore de la fiction. Tu sais, je l'ai faite, là, puis c'est pas moi. Tu sais, j'ai pas ce souffle-là, j'ai pas ce talent-là. J'ai des amis qui sont extraordinaires là-dedans, mais pas moi. Tu sais, j'ai pas ce côté... Auteur, oui. Écrire des essais, écrire sur le soccer, écrire sur le cinéma, sur des sujets qui m'intéressent, mais pas... dans le but d'en faire une œuvre artistique. Tu sais. C'est dur d'écrire de la fiction. Oui, absolument. Tu sais, Mais c'est dur d'écrire, en fait. Oui, c'est ça. Puis il y a tellement de bons livres. Moi, je suis un peu de ce type-là. C'est-à-dire que je suis capable d'écrire. Tu sais, je suis correct. Je suis surtout capable d'écrire un texte de 900 mots, bien ramassé. Mon cerveau fonctionne en chronique. Tu sais. Ouais. Mais écrire quelque chose de plus long, de plus... je suis comme pas assez... J'ai pas assez j'ai pas assez d'idées originales ou d'invention ou de créativité pour faire ça. Tu sais, j'ai pas ça en moi. Est-ce que tes collègues, et j'imagine qu'il y a des collègues journalistes qui se considèrent comme des artistes? Oui, il y en a. Oui, absolument. Puis après ça, tu sais... Il y en a qui écrivent des romans, tu sais, qui sont super bons, là, mais Oui. pas moi. Mais en même temps, ce qui est cool de ton roman, c'est que, en quelque part, malgré le fait que tu savais que ça allait être, tu jouais sa ligne, encore une fois, ça fait partie de ta personnalité. Tu l'as mentionné tantôt, t'es un gars poli, tu parles pas fort, t'es un peu timide, mais en même temps, t'es comme, il y a quelque chose en toi qui est plus fort et t'avais ce urge-là de parler de ce sujet-là qui, toi, t'habite depuis toute ta vie, tu sais. Oui, je pense que c'est ça. Quand j'écris, peut-être que j'ai une autre personnalité, un petit peu. Il y a quelque chose. Je le sais aussi que j'ai un... Tu sais, quand tu écris, dans le fond, puis peut-être que c'est pareil pour toi, quand tu écris quelque chose, quand tu écris un numéro, tu as une idée en tête, puis des fois, ça coule de source, puis ça y va, puis c'est comme un peu... C'est quasiment plus toi qui propose les... Je veux pas être mystique, là, mais tu sais, c'était comme... tu l'entends, là. C'est ça, il faut que ça vienne, c'est de même. Il y a une musique aussi. Tu sais, moi, ce que je suis prêt à concéder à l'art, là, c'est que quand j'écris, pour moi, c'est une musique. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a un mot de plus, il y a une virgule, c'est parce que c'est une musique, il faut que ce soit musical. Mais pas plus que ça. Mais des fois, quand tu écris, et donc, quand des fois je suis un peu dur ou que je suis plus critique, probablement qu'en personne ou en parlant, j'utiliserais peut-être pas les mêmes mots, mais j'ai toujours en tête, maintenant, je t'en parlais plus tôt, ce que j'écris, je serais prêt à le dire à n'importe qui en pleine face. Mais puis c'est normal que ce soit... j'allais dire wordé, tu vois. J'incarne beaucoup ce que tu as écrit dans ton livre, mais différemment, tu sais, parce que, puis de là, le langage littéraire et le langage parlé, c'est deux manières de faire différentes, puis ce qui est le fun, tu parles de plusieurs journalistes, de plusieurs collègues qui écrivent super bien. Moi, mettons, la critique que j'ai le plus appréciée à mon égard, c'était une critique de Dominique Tardif, et je te parle en 2015. Je n'étais pas connu, je jouais à la balustrade du Monument National. Quelqu'un qui écrit très bien, d'ailleurs, Dominique Tardif. C'est ce que j'ai apprécié, puis j'avais écrit après. Je me souviens, parce que j'avais lu le texte, puis c'était pas parfait, là. C'était loin d'être parfait, mais ce qu'il disait à mon égard, je veux dire, là, mais son texte était tellement beau. C'était vraiment un beau texte. Ouais. C'était super bien écrit, des bons choix de mots, des belles phrases. Puis tu as vraiment senti qu'il a pris le temps de s'asseoir, de regarder un spectacle, d'y penser. De rester ouvert à la proposition, Est-ce que tu es capable de regarder un show comme quand tu vas voir un show, est-ce que tu es capable de ne pas être un journaliste et juste être un spectateur? Non. C'est ça qui est plate, tu sais, parce que des fois, tu auras envie d'être... T'es working mode, là. C'est pas pareil. Mais, tu vois, je l'ai senti un peu, je te parlais de Carnegie Hall avec l'Orchestre métropolitain.
comme je ne suis pas un spécialiste, et donc je ne suis pas comme mon ancien collègue Feu Claude Gingras allait voir les concerts avec une partition, tu sais. Oh, telle note n'était pas assez longue, tu sais. C'est vrai? Oui, lui, c'était comme ça qu'il va... Chirurgical. Chirurgical. Et donc, moi, je suis allé en pas spécialiste, en me laissant habiter par la musique. Puis Carnegie Hall, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'ai ma journée, depuis le matin, j'ai des activités avec l'orchestre. Il y a une visite du Metropolitan Opera que dirige Yannick Nézet-Séguin. Et on va au concert. J'assiste aux répétitions, qui est une affaire magique parce que justement, il dirige, il dit le son. Comment ça marche? Est-ce qu'ils font la pièce au complet puis après ça, ils corrigent? Non, lui, il fait comme, pendant. OK, j'aimerais ça qu'on regarde à numéro 192. Puis là, ils savent tout. Là, ils partent la musique. Puis je suis comme, comment ils savent que, tu sais, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Puis donc, il refait des affaires. Puis là, il est super... il est très, très psychologue. Il va leur dire, hey, ça, là, c'était extraordinaire. L'autre affaire, un petit peu moins. Ou tu sais, quand il y a toujours un compliment avant de dire ça, on est un peu dans le champ, la gang, ça manque de tonus, un petit peu plus de ça. T'sais. Est-ce qu'il travaille en français ou en anglais? Il travaille avec l'Orchestre Métropolitain, il travaille en français. OK. C'est vraiment une famille, tu les vois, puis là, puis après ça, genre après le spectacle, ils dansent, ils font la danse en ligne sur une tune de Taylor Swift. C'est vrai? Oh, ils sont super cool. Vraiment... Mais là, tu es là, tu vois la répétition, tu as le temps de manger un sandwich, tu vois le concert. Le concert, c'est long, il y a une pièce de Bruckner, il y a du Mozart en première partie. Je sors de là, il est 10h45, il faut que je me rende à l'hôtel, j'arrive... j'arrive à l'hôtel à 10h45, puis on me dit, tu as 45 minutes pour écrire ça. Puis là, c'est comme, j'ai pris des notes, évidemment. Tu prends des notes tout le long. Puis tu arrives, puis il faut que tu sortes. Fait que moi, j'ai pris mes notes, mais c'est ce que tu as dans le corps, ce que tu as ressenti. Puis cette fois-là, bon, évidemment, j'ai aimé ça, j'ai trippé, mais le spécialiste du devoir, qui est du type à avoir la partition en tête, a pensé la même affaire, puis il m'a dit, hey, on a vraiment vu le même concert. Comme, ouf, OK. Mais c'est surtout les musiciens que je connais pas, que je rencontre le lendemain au déjeuner, parce qu'on était au même hôtel, puis écoute, il y a une fille en pleurs qui vient me voir, elle me dit, c'est comme si tu étais là avec nous. Là. Comment t'as fait? Parce que je racontais comment, je décris Nézet-Séguin qui finit avec un espèce de crescendo, puis je vois dans son corps qui fait, on l'a fait, la gang. On était un petit orchestre de rien il y a 20 ans ici à Montréal, des salles à moitié pleines. On est à Carnegie Hall. On a une ovation. Puis lui, il sait qu'il est capable. T'sais, lui, il a cette drive-là, il a ce talent-là, mais là, il a pris ses musiciens puis il les a amenés là. Puis moi, c'est ça que j'ai décrit. T'sais. Puis là, j'avais des mondes qui m'écrivaient de Montréal. C'est comme si on était là. Puis là, je me disais, OK, ça, c'est la job accomplie. Mais j'allais te dire l'anecdote de prendre des notes. Ça, j'ai appris ça. Je suis petit cul, là, j'ai pas 23 ans. C'est drôle que je dise ça, mais j'ai 23 ans. Il m'envoie voir un show à l'Ancien Forum, ma première couverture de gros spectacle, Boyz II Men. Okay. C'est un genre de band, je sais pas, c'est des chanteurs crooner, boys band, des années 90. Puis moi... OK, je vais regarder ça, tu sais. Puis là, je prends pas de notes. Dans ma tête, je vais rentrer après. Mais justement, je vais au journal. Je suis au journal. J'ai pas l'habitude d'écrire là. Puis là, j'ai 40 minutes pour parler. Puis là, tout ce que j'ai en tête, c'est... il y avait plein de filles qui criaient fort. Puis j'étais là, tétanisé, page blanche. Je capotais. J'ai vraiment eu le... Oh mon Dieu, comme... Puis là, il y avait Alain Brunet, critique de musique, qui dit, fais ça, parle de ça, telle affaire, qu'est-ce que t'as... Il me posait des questions pour m'aider, mais je capotais. Après, là, maintenant, je prends n'importe quelle note, là, genre, il est monté sur scène, il y avait un chandail rouge, il a dit telle affaire. J'en prends 10 fois plus, parce que juste à cause de ce moment-là où j'ai fait, oh mon Dieu. Tout ce que j'avais, c'est les filles criaient tellement fort. J'avais jamais vu un show où les filles criaient fort de même. Mais c'est tough, tu vois. Hier soir, j'étais allé voir Patrick Watson, qui est, je pense, dans mes artistes favoris au monde, toutes catégories confondues. Il y a ce gars-là, il y a quelque chose qui me fait vibrer à l'intérieur, que je suis comme... Je l'aime d'un amour infini. Je l'admire énormément et je suis reconnaissant qu'il fasse sa musique. C'est ça. Et là, d'être là, dans la même pièce que lui, de l'entendre chanter lui avec son band qui est extraordinaire. Et il y a une partie de moi qui fait... vis le moment. Fais juste, sois là, puis apprécie-le. Puis il y a une autre partie de moi qui a envie de noter chaque seconde pour m'en souvenir aussi.
parce que la mémoire est mal faite. J'étais allé voir Bon Hiver dans cette même salle-là en 2013 et je me souviens que j'ai capoté ce soir-là. Je pourrais rien te raconter du spectacle à part la fin. Tu sais. Ouais, moi j'adore Bon Hiver aussi. Mais c'est là où la critique peut être intéressante. Ouais. Là où, tu sais, par exemple, mon compte-rendu de Carnegie Hall, qui est un compte-rendu de néophyte, disons, ben il y a des gens qui l'ont vécu par procuration. Après ça, dans la tournée, il y avait des gens qui accompagnaient des amis de l'OM, de l'Orchestre métropolitain. Ben eux, ça leur fait un souvenir de... Ben oui. Tu sais, peut-être qu'ils l'ont pas vu exactement comme ça, mais en tout cas, ça accompagne l'œuvre. Je trouve qu'on fait des fois œuvre utile de cette façon-là. Absolument. Quand tu fais des critiques, pas besoin d'être très dur, mais pas particulièrement gentilles ou positives, est-ce que tu trouves ça difficile de recroiser certaines de ces personnes-là? Oui. Oui, c'est sûr. C'est dur. C'est pas C'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on prend plaisir à démolir. Peut-être qu'il y en a, là, je te dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais moi, c'est jamais de gaieté de cœur que c'est vraiment en gardant en tête, sois fidèle à ce que tu penses et aussi à les gens autour de toi. Je pense souvent à mon frère, là, qui m'a des fois reproché de hey, je suis allé voir telle affaire. Et donc, je pense, est-ce que tu as vraiment aimé ça? Dis-le que tu n'as pas aimé ça. Puis souvent, c'est dur parce que l'œuvre a été présentée dans un festival ou ailleurs et tout le monde a trippé. C'est arrivé cette année. Là, avec le cinéma québécois, je suis peut-être particulièrement difficile parce que je vois tous les films, mais je crie moins facilement au génie. Mm-hmm. Et souvent, je vois quelque chose, puis... j'ai accroché à telle affaire ou tel truc, le jeu d'un acteur ou le scénario pour moi il y a un trou là. C'est dur là, d'arriver. Tout le monde a dit hey, c'est formidable, c'est extraordinaire. Puis toi, t'as des bémols. Puis après, puis souvent, c'est des gens que t'aimes. Là. C'est un petit milieu. Ça demande des artistes que t'admires. Que t'admires, que t'as rencontrés, que t'as eu en entrevue. Puis que là, il faut que tu dises la vérité. Ta vérité à toi, tu sais. C'est pas si simple que ça. En sachant que tu vas les blesser, qu'ils vont peut-être être en tabarnak, puis que la prochaine fois, ils te donneront pas d'entrevue, puis que tu viens te... Tu sais, il y a ça aussi. Là, comme, moi, j'aime pas cette game-là de « OK, mais il faut que tu nous aimes parce que sinon, je te donnerai pas d'entrevue. » Ben regarde, moi, je suis fidèle qu'à ce que je pense. C'est comme ça, tu sais. Mais c'est quand en même temps, quand j'aime ton spectacle, parce que je suis comme ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est pas n'importe quel. C'est pas un journaliste ou un blogueur qui dit que tout est formidable, c'est 5 étoiles tout le temps, puis que ça veut rien dire. Quand il dit que c'est bon, tu sais que c'est. Ben moi, tu sais, j'ai eu une dure critique à un moment donné, mais je te dirais que le soir, je pense, où je suis monté sur scène le plus nerveux, c'est le soir où Nathalie Petrovski est venue me voir. Parce que, mon Dieu, tu sais, c'est Nathalie Petrovski, tout d'abord. C'est pas une femme de ma génération. Je sais pas si je m'adresse à elle. Ouais. On est à Magog, c'est l'été. Et mais le lendemain, quand je l'ai recroisée, puis elle me dit « J'ai aimé ça, ça fonctionne. » En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si elle avait pas aimé ça, elle te l'aurait dit, c'est clair. Mais voilà. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait « elle l'a dit avec un bémol, il y avait beaucoup de mais, puis c'était comme « Ouais, mais... » Puis je pense qu'elle a été polie avec moi. Elle m'a pas dit ça, c'était pas... mais je sais qu'elle a été honnête avec moi, c'est clair. Et j'étais comme, tu sais, il y a ça, tu sais. Je voulais aussi te parler de... Ben, juste, je suis curieux parce que les œuvres marquantes que tu as vues parce qu'on parle de critique depuis tantôt, mais veux pas, tes écoutes, tes consommes, les œuvres marquantes dans ta vie ou des œuvres qui t'ont particulièrement... Ouais. Ben, tu sais, je te disais Cinéma Paradiso quand j'étais jeune, tu sais, qui a vraiment été comme la découverte du cinéma international. Mm-hmm. Puis des moments, tu sais, donc, je suis à Cannes, c'est la première fois que je suis à Cannes, j'ai 27 ans. La première fois que tu vas à Cannes, t'es avec qui? Je suis là pour la presse. Tu sais. C'est ça aussi, c'est comme... Moi, j'ai fait de la pige, j'écris sur toutes sortes d'affaires, puis là, je suis embauché comme critique de cinéma, puis 6 mois plus tard, je suis à Cannes. Tu sais, je veux dire, en fait, c'est 6 mois plus tard, je suis à Cannes, et 2 ans plus tard, je suis à la Coupe du monde de soccer. Je veux dire, puis là, je repense à 25 ans, moi, j'étudie à Lille, en France, où, tu sais, j'ai pas une scène, j'ai 20 000 $ de dette étudiante. Puis là, en l'espace de 4 ans, je vais couvrir le Festival de Cannes, puis
puis je vais aller en Corée puis au Japon couvrir la Coupe du Monde, qui est mon rêve de petit cul. En 4 ans plus tôt, en 98, j'avais acheté des billets avec mon frère parce qu'on est des super fans de soccer. Ouais. Puis on s'était acheté des billets, puis on est allé voir des games de la Coupe du Monde en France en 98. La France avait gagné, Ouais. tu sais. Puis j'étais genre juste un fan. La prochaine Coupe du Monde, je la couvre pendant 1 mois et demi. Je disais, je me pince, je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment. Et Cannes, ça a été ça. Tu sais. Et donc, je te parlais de Dancer in the Dark qui a gagné la Palme d'Or, mais moi, In the Mood for Love de Wong Kar-wai, c'est la fin du festival. Tout le monde est fatigué. Tu travailles comme un malade. Puis arrive ça sublime. Tu sais, j'étais comme. Je me liquéfiais de bonheur de voir ça. Tu sais, c'est resté un film majeur pour moi. Moi, ce film-là, je l'ai écouté au cégep. J'ai étudié en cinéma, média, communication à Grasset. Puis mon prof, Carlo Mandolini, un passionné de cinéma, un passionné. Il en parle, là, puis ça le dépasse là, de beauté. Ouais. Puis on écoute des films des fois, puis arrêtez, avez-vous remarqué la ligne? Ou tel? Un passionné, tu sais. Et moi, il nous parle, on va écouter In the Mood for Love. J'avais jamais entendu parler. Moi, j'étais le dude lost là, au cégep. Tu sais, tout le monde est comme, tu sais, c'est quoi vos films préférés? Toi? Un chien andalou. Non. Moi, j'étais comme Hangover. Comme je connaissais rien. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, et là, il nous parle de ça, In the Mood for Love. Il nous met un peu dans le bain. C'est une histoire romantique, platonique. C'est magnifique, ça. Quand le film est parti, je te jure, j'ai fait, ah mon Dieu, c'est chinois? Ouais. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. J'étais comme, j'ai été surpris par ça. J'étais comme, hein? Ouais. Je peux être intéressé. Tu sais, je peux triper là-dessus. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Et tu sais, comme, de remarquer comment chaque plan est une toile, chaque décor, et que tout est beau. La musique, la trame est incroyable. Hein? Tout a l'air bon, ils mangent souvent. Comme... Oui, c'est ça, tu veux aller te commander des ramen. Ah là, oui, tu sais. Puis j'ai vraiment été. J'ai trouvé ça le fun, ce cours-là, parce que moi, au cégep, j'ai été vraiment agréablement surpris par le cours de cinéma et par le cours d'histoire de l'art. Puis, I guess, j'avais un petit peu de douchebag en moi, là, un bon boy de la Rive-Sud qui joue au hockey puis au foot, là, tu sais. On dirait que j'étais un peu comme... Mais ça m'a ouvert les yeux sur... J'ai vraiment eu des bons enseignants. Ouais. Parce que In the Mood for Love, j'ai pas pu m'empêcher d'être accroché à ça. Puis on l'écoutait d'une classe, là, ben Ouais, dole, ouais, là, tu sais. ouais. Ça, puis je me souviens, Singing in the Rain. Ouais. Tu sais, ben oui, je connais ça de nom, ben oui, une comédie musicale. Hein. Hey man, trippé de même Ouais, sur mon c'est là que tu pupitre. comprends pourquoi ces films-là, ils traversent le Mais temps. oui. C'est ça qui arrive. Absolument. Mais moi, tu me fais penser à... Moi, j'étais donc le gars qui aimait les arts, mais qui était aussi le dude de l'équipe de... Tu sais, j'aimais beaucoup du sport. Le sport, ma gang de chums du West Island, c'était des gars de sport. Tu sais, on faisait du sport tout le temps. Puis le nombre de fois qu'ils m'ont reproché parce qu'on allait au club vidéo, puis là... Ouais, mais à un moment donné, on était tanné de louer tout le temps la dernière comédie. Puis là, des fois, je m'essayais avec un film primé dans un festival. Là. Mais je me suis fait chambrer tellement de fois là, que pas encore un film sous-titré de marque là, qui va... J'essayais à chaque fois. Tu peux les avoir à longue. Ouais, ben ça... Ouais, non. Bon, mais j'ai Moi, il m'en parle encore. Tu sais, je joue au hockey, on joue une ligue de garage là, avec des gars qui... Mes chums du secondaire. Là, c'est hey, la fois que tu nous avais amené telle affaire, là, tu sais. Mais après ça mène à des moments. Tu sais, moi, mon meilleur ami, David Bocage, c'est un grand. Tu sais, c'est la personne que je texte si je vais aller au cinéma, faire qu'est-ce que je vais voir. Puis il me donne le nom. Puis souvent, j'arrive au cinéma, j'ai rien lu sur le film. Et c'est comme ça qui m'a amené à voir des films extraordinaires. Tu sais, Manchester by the Sea, Moonlight, Get Out, Name It. Là, tu sais, des films que même La La Land, mettons, j'avais... Spontanément, tu serais peut-être pas allé, dans le sens, c'est que j'avais... I guess que j'étais vraiment loin. Je sais pas, j'avais pas entendu parler de ça, tu sais. J'avais entendu parler, mais moi, je me souviens m'asseoir dans la salle de La La Land, puis après, comme, la première scène, je fais « Ah, OK, c'est une comédie musicale. » Comme, pas être au courant. Oui, c'est ça. Puis, mais il y a un plaisir de ça. Complètement. Moi, j'adore ça aussi. Complètement. Arriver vierge, là, tu sais. J'adore ça, tu sais, puis... fait que ça fait en sorte que ça me fait vraiment triper, tu sais, puis je trouve ça le fun, là, tu sais. Je veux juste revenir sur la Coupe du Monde. La première fois que t'es allé avec ton frère, puis après ça, quand t'es allé pour la couvrir, tu sais, en quoi c'était différent?
Qu'est-ce que... Ben, tu sais, c'est drôle parce que la première fois, 98. Donc, les billets sortent 2 ans à l'avance, en 96. Puis, on se dit, regarde, nous, là, dans 2 étés, peu importe où on est dans la vie, là, où la vie nous mène, on peut pas manquer ça. C'est la Coupe du monde en France. On y va, tu sais. Puis là, j'ai un contact français qui m'achète des billets en France. Écoute, ça coûtait rien, là. C'était comme genre 35$ le billet, je pense. On a eu 8 billets. Mais on n'a pas réussi. On était trop slow. On n'a pas eu Paris. On avait Lens, dans le nord de la France. OK. Fait qu'il fallait aller à Lens. Mais là, nous, on n'a aucune idée. Là, 96, on a 23 ans, c'est mon frère jumeau. On étudie, mais on ne sait pas trop où on s'en va. Je suis à la presse un peu, tout ça. Il se trouve que 98, c'est l'année où moi, je vais étudier en France, à Lille, à côté de Lens. Et mon frère fait une maîtrise où il commençait son doctorat à l'École centrale de Paris. C'est nice. comme, ça fait que, puis donc, l'été j'étudie à Lille, je fais mon stage au Monde diplomatique à Paris, puis mon frère est en stage ou je ne sais quoi à l'École centrale. C'est comme, on n'aurait pas pu... C'était arrangé avec le gars d'Yves. Ouais. Et donc, on allait à Lens. Je pense que mon frère avait loué une auto. Il y a des fois, on y allait en train. Puis, écoute, j'ai vécu la finale à Paris avec des amis du monde diplomatique. Je m'étais fait une bonne amie, Anne, qui habite maintenant à Montréal. On était à Place de la Bastille, gros party. Moi, j'habite à côté de la Tour Eiffel, au Jardin du Trocadéro. J'ai marché les Champs-Élysées avec 1 million de Français. Je suis arrivé à 3 heures du matin. Le lendemain, Monde diplomatique est un journal très intello. Le lendemain matin, c'est le 13 juillet, puis tout le monde fait le pont parce que le 14, c'est la fête des Français, la prise de Bastille, puis tout ça. Le patron du monde diplomatique, à l'époque, Ignacio Ramonet, il me dit oui, j'ai un texte à traduire d'Edouard Saïd, qui est un grand intellectuel palestinien, américano-palestinien. Est-ce que vous pourriez me faire ça? T'sais, moi, j'ai dormi peut-être 45 minutes. Là, je suis comme de même. Oui, je vais vous faire ça. Puis le lendemain, je me souviens, ou l'après-midi, je m'étais évadé du bureau parce qu'il y avait l'équivalent de la parade de la Coupe Stanley. Ouais. Je les ai vus passer avec la Coupe du monde devant moi. J'étais là, c'est l'été de tout est possible. C'était formidable, je capotais. C'est clair. Et donc, 4 ans plus tard, à un moment donné, Philippe Quentin, qui est chroniqueur au sport, mais qui était le grand patron à la presse, me dit « Toi, t'aimes ça le soccer? » « Oui, j'aime ça le soccer. On t'envoie à la Coupe du monde. » Je veux dire... Puis, c'était sur 2 pays, découvrir l'Asie, la Corée, le Japon. Il paraît que le Japon, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Et ça coûte un prix exorbitant. Tu sais, j'ai aussi, comme, je pourrais jamais me payer ça. À l'époque, voyons, je peux pas... je me souviens que ça avait coûté c'était incroyable, là, combien ça avait coûté tout ça, là, mais j'avais adoré ça. J'ai vu le Brésil 8 fois. J'ai vu, tu sais, jusqu'à la finale. Pelé, il était plus là. Il n'était pas Pelé. Mais à la finale, il y avait Pelé dans l'estrade. Il y avait, tu sais, Franz Beckenbauer. La finale, c'était Brésil-Allemagne. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en Coupe du Monde, alors que c'est 2 grandes nations. Ouais. C'était Ronaldinho, ouais. Ronaldo, Rivaldo. Tu sais, c'est des grandes équipes. Kaka, des grandes équipes... Puis moi, j'avais suivi, à un moment donné, l'Angleterre. J'aime beaucoup le soccer anglais. J'avais suivi l'Angleterre. Puis, fouille-moi pourquoi, ils donnaient à chaque match tu avais des journalistes du pays hôte, évidemment, mais ils donnaient 8 passes à d'autres pays étrangers. Puis je pense que c'est le Commonwealth qui a fait en sorte que j'ai eu accès au vestiaire de l'équipe d'Angleterre. Puis là, c'était Beckham, Paul Scholes, c'est toute cette époque-là, Rooney. Oui. Écoute, j'en revenais pas. C'est encore une fois, c'est ça. Rooney qui a tellement pas l'air d'un joueur de soccer. Comme... c'est ça. Puis David Beckham, tu sais, le sex symbole, qui a une voix de Mickey Mouse avec un accent cockney, là, la première fois que t'es comme, hey boy, ça saisit un peu, là. C'est ouais. Oh my God, fait que tu les as eu en entrevue? Ben, je les avais, genre, ils sortaient là, puis là, j'avais, tu sais, moi, j'étais un super fan de Manchester United. C'est comme mon autre moi, là. Il y a le cinéma, mais il y a, tu sais, pour les 10 ans de mon fils, on s'est payé la traite. On est allé à Manchester United. On a eu comme un accès VIP. On est allé manger dans le salon où il y avait les joueurs. Tu sais.
on se paye des affaires. Tu sais, moi, je triple là-dessus. Là, Wow! Ouais. Puis quand tu le couvrais comme journaliste, est-ce que tu pouvais quand même en profiter comme quand tu étais que touriste ou que fan? Non, c'est ça l'affaire, c'est ça. Mais tu sais, tu vas les games, tu veux être bon, tu t'écris, puis là, il m'avait dit, on t'envoie là-bas, mais il faut que tu fasses aussi d'autres types de couvertures qui sont culturelles, qu'est-ce qui se passe. Je me souviens, en Corée, j'étais allé dans un marché où ils vendaient de la viande de chien. Fait un reportage sur ces pratiques-là. Tu sais, je travaillais comme un fou. Là. Je faisais C'était Corée 3 du textes Sud. par jour. Corée du Sud, Ouais. ouais. Mais des affaires de ce type-là où les Japonais, les Coréens, traditionnellement, c'est pas deux peuples qui s'aiment beaucoup. Il y a eu des guerres. Fait que je faisais de l'extra. Je faisais beaucoup. C'est ça l'affaire aussi. C'est, par exemple, Cannes. J'adore aller à Cannes. Mais Cannes, c'est 15 jours de... Tu te lèves à 7 heures, tu te couches à 1 heure, 2 heures, tu vois 3-4 films par jour. Puis moi, généralement, c'est « Ouais, mais tu peux-tu nous faire aussi de la couleur des parties? Tu dors pas. T'sais, comme tu pars là-bas puis tu travailles comme un fou, évidemment, tu fais pas pitié. Puis non. J'aimerais être à ta place. Mais c'est pas genre, je suis sur la plage avec mon cocktail puis je jase avec Nicole Kidman. C'est pas ça. Ce qui serait pas désagréable. Oui, ce qui serait pas désagréable. En terminant, mettons qu'on parle de la dernière année, tes coups de cœur. Je sais qu'à Esprit Critique, toi et Rebecca aussi, vous voyez plein de choses, que ce soit des shows, des livres, des films. Si tu avais une œuvre, une œuvre ou deux. Ben, peut-être je te parlerais de Mathias et Maxime de Xavier Dolan, mais qui est comme Xavier Dolan, par exemple. Je te parlais de Cannes. C'est exceptionnel. Il a été 3 fois en compétition à Cannes en 10 ans. Moi, lui c'est je l'ai connu, il avait 15 ou 16 ans. Je travaillais à l'époque à RTV, à C'est juste la TV, puis il venait comme... je le voyais dans des projections de films. Il voulait être dans le milieu. Odile Tremblay, il la connaissait parce qu'en tout cas, son père sortait avec la sœur d'Odile. Puis elle nous le présentait comme mon neveu scénariste. Puis on était... Il y a 15 ans, voyons donc, on a vu le scénariste. Puis moi, j'ai vu l'évolution de Xavier Dolan à Cannes, de voir comment la réception de ses œuvres, pour moi, c'est vraiment la décennie Dolan. Et de voir Mathias et Maxime à Cannes avec les jeunes acteurs, qui a été comme un vrai... je sais qu'il a été plus ou moins bien accueilli ici. Tout le monde n'a pas trippé là-dessus. Certains trouvent qu'il y a des tics. Moi, ça a été comme un coup d'émotion. À un moment donné, il y a une scène, il y a Song for Zula de Phosphorescent, la musique qui rentre. Lui, des fois, souvent, il y a la musique là-dedans. Ça a été comme mon espèce de coup d'émotion, je pense, de l'année. Mais aussi d'avoir suivi Dolan à Cannes, de la première fois en 2009, attendre avec lui dans un café, savoir s'il va être en nomination, s'il va gagner la Caméra d'Or. J'étais avec lui, de voir comment les gens, au début, quelques personnes avaient vu son film, des dames, j'ai tellement été ému par J'ai tué ma mère, j'ai adoré votre film, puis là, il capotait. Puis fast forward, 5 ans plus tard, c'est Mommy. Je le croise, moi je me promène partout, et il vient de gagner, je pense que c'était le prix du jury. Je le croise dans une soirée, puis il me dit hey, je vais dans un party, viens avec moi. Je le suis, puis là on va dans la boîte de nuit la plus select de Cannes où il y a le jury, tout le monde est là, je veux dire. Et il sort de l'auto. Il y a quelques acteurs avec lui, Daniel Bull, qui est un acteur allemand. On est comme dans la limousine de Xavier, moi je suis en avant. On sort, il y a 25 paparazzis qui veulent le prendre en photo. Je dis, oh boy, c'est comme... Puis il y avait 23, 24 ans. C'est d'avoir vécu de ce cheminement-là. Puis après aussi de garder ton regard critique, puis des fois d'avoir moins aimé, d'avoir peut-être, même avec lui, eu des moments plus où j'avais moins d'entrevues, peut-être parce qu'il y avait moins, je sais pas, mais peut-être qu'il y a moins aimé une critique. Ça a été, tu me parlais de l'année, là, mais je te dirais la décennie, là, pour moi, ça a été ça. Ça a été Cannes, cette découverte-là, le Québec à Cannes. Un jour, on va saisir à quel point Xavier Dolan a été... important pour le cinéma québécois, à quel point ça a été quelque chose d'exceptionnel. Je suis pas sûr qu'on le mesure tant que ça aujourd'hui. Mais puis en plus, ce qui est extraordinaire de cet homme-là, c'est que il est éloquent et fait qu'il est beaucoup plus que
le cinéma. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, c'est un autre cas de drop-out du cégep. Tu sais, tout le monde n'a pas le même chemin. Là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des choses archi intéressantes à dire et à faire. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Marc Cassivi? Pareil. Pareil, j'adore ça. J'adore ce que je fais. Ouais. Moi, quand mes patrons, oui, est-ce que tu as d'autres ambitions? Moi, j'ai l'ambition de continuer à faire ce que je fais parce que je triple là-dessus. Tu sais. Ouais. T'es super gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, mon Merci cher. Marc, t'es gentil.